Bienvenue pour ce webinaire dédié à l'évaluation du contrat de ville et à la participation citoyenne. Je rappelle les petites règles du jeu de bien se renommer dans votre nom, quoi, le nom, prénom, structure, pour qu'on puisse vous reconnaître et vous reconnaître entre vous. Avant d'expliquer peut-être le contenu de cette matinée, je vais passer la parole à Laurence pour qu'elle puisse rappeler un petit peu dans quel contexte s'inscrit ce webinaire et dans quel cycle ça s'inscrit. Laurence, je te passe Oui, la vous parole. m'entendez toujours parce que Zoom vient de me Oui. dire que j'étais déconnectée, donc je sais pas. Non, tu es encore parmi nous pour D'accord, l'instant. c'est très bien. Alors, oui, ben, comme vous le savez, nous sommes engagés ensemble depuis début janvier, enfin depuis courant janvier, dans un cycle de travaux sur l'évaluation finale des contrats de ville. C'est un cycle assez dense, hein, comme vous avez peut-être pu le voir à travers les différentes communications de PQNA que vous recevez dans vos boîtes mail. Enfin, j'espère en tout cas que vous les recevez. L'objectif de ce cycle de travaux est vraiment de vous accompagner et de vous outiller surtout aux différentes étapes de cette démarche d'évaluation qui se fait bien sûr dans un temps un petit peu contraint et puis avec des ressources aussi qui sont celles que vous avez les uns et les autres qui peuvent être également contraintes. Donc il s'agit vraiment à travers ce cycle d'aller droit au but sur des outils qui nous semblent intéressants de mettre à votre disposition pour vous faire gagner du temps et puis pour vous appuyer sur la méthode et sur les manières de faire pour aboutir à un résultat en juin 2022 ou pour aboutir à une évaluation dont on espère qu'elle puisse servir au maximum de base à une réflexion sur le futur de la politique de la ville et qu'elle puisse faire émerger les enjeux de la politique de la ville à l'échelle de vos territoires pour engager la prochaine étape. Alors ce cycle, on est on est déjà bien avancé hein, dans le cycle de travaux. On a finalisé une première étape sur la conception de l'évaluation, depuis sa préparation en amont jusqu'à la construction d'un cadre évaluatif. Et puis, on est également engagé dans une deuxième étape qui porte sur sur le diagnostic territorial, l'élaboration du diagnostic territorial et l'observation sociale des quartiers. À cet égard, je vous invite vivement, parce que j'ai régulièrement des questions des uns et des autres à ce sujet, à vous rendre sur le site de PQNA, puisque au fur et à mesure que les séquences de travail se succèdent, on met en ligne l'intégralité des ressources, des supports, des replays qui correspondent aux différentes séquences. Donc, n'hésitez pas à aller voir régulièrement. Si vous avez manqué une séance ou une autre, je vous signale qu'on a mis en ligne récemment un guide pratique de l'évaluation, un petit guide pratique qui reprend les différents éléments de méthode pour bien concevoir son évaluation sous forme de petites fiches méthodologiques. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Il y a également les différents replays et on reviendra en fin de webinaire sur les éléments de sortie de la journée d'aujourd'hui. Voilà, n'hésitez pas. Il y a également en fin de mois, le 29 mars, une séquence d'ateliers pour vous accompagner à la prise en main de cet outil Auban, qui est ce tableau de bord de données des QPV de Nouvelle-Aquitaine qui a été développé pour nous par le cabinet Compa, qui est un outil précieux d'observation sociale des quartiers dans le cadre de l'évaluation et au-delà. Donc, on a ces ateliers qui sont prévus le 29 mars et des cafés de l'évaluation
qui sont des temps un peu plus informels, d'échanges entre pairs, d'échanges entre vous. Régulièrement, 2 fois par mois, on se retrouve à l'heure du café entre midi et 2 à 13h, 13h à 14h, pour évoquer ensemble vos problématiques, faire le point sur là où vous en êtes, partager les expériences, les outils aussi, les petits trucs et les petites astuces que les uns et les autres vous pouvez expérimenter au fil du processus de l'évaluation. Voilà, alors la journée d'aujourd'hui va, elle, nous amener à parler d'un autre sujet qui est celui de la participation citoyenne dans l'évaluation. Et je vais repasser la parole à Laurine qui va un peu plus détailler le déroulé de cette journée. Tout à fait. Donc effectivement, aujourd'hui, on se retrouve pour parler participation citoyenne parce qu'on a pu remarquer que c'était une réelle préoccupation pour les territoires, notamment dans le cadre de l'évaluation, mais même au-delà, sur la mise en œuvre des conseils citoyens, sur le suivi, sur l'avenir des conseils citoyens, sur comment faire de la participation citoyenne dans les quartiers. Enfin, c'est une réelle préoccupation, donc c'est pour ça qu'on a décidé d'en faire un séminaire. On l'a imaginé en 2 temps. Donc cette matinée plutôt sous format discussion, regard croisé et présentation de méthodes et outils, et une après-midi plutôt dédiée à des ateliers de co-construction d'outils où là, l'objectif, c'est de sortir vraiment avec des fiches outils que vous pouvez mobiliser sur vos territoires. Donc pour cette journée, mais surtout pour cette matinée dont il est question en ce moment, on est accompagné par Mehdi Azdi, qui est... alors j'ai un petit écho, je ne sais pas de qui. Donc on est accompagné par Mehdi Azdi, qui est consultant spécialiste des questions de participation citoyenne, notamment dans les QPV. Bonjour Mehdi. Bonjour à tous et à toutes. D'ailleurs, je vais bientôt te laisser la parole pour que tu puisses nous présenter un peu des éléments de contexte et de méthode concernant ce sujet-là. Ensuite, on entrera dans un temps un peu plus de regard croisé où on aura une présentation d'outils. D'ailleurs, Pierre-Édouard, je crois que je t'ai vu apparaître sur mon écran. Bonjour à toi. Bonjour. Qui vient d'un centre de ressources des Hauts-de-France et qui nous présentera un outil d'évaluation d'impact des conseils citoyens qui est en cours et qui du coup, Pierre-Édouard va nous le présenter. Et puis, ce sera l'occasion surtout pour vous de partager un peu vos expériences locales. On vous incite réellement, c'est vraiment un espace d'échange aujourd'hui pour cette matinée pour que vous puissiez partager vos réflexions, vos interrogations aussi, vos problématiques. Et donc, voilà, on vous invite vraiment à être libre de prendre la parole, de poser des questions si vous en avez. Et donc voilà, je vais te laisser la parole, Mehdi, pour nous faire un petit propos introductif et nous mettre un petit peu dans le bain de ce sujet. Allez, d'accord. Merci beaucoup, Laurine. Merci beaucoup, Laurence. Donc, rebonjour à tout le monde, à vous toutes et tous. Donc, moi, je suis vraiment content d'être avec vous ce matin. C'est un format ça ressemble un peu à de la télé, ce qu'on va faire, mais j'espère que ce sera un peu plus interactif. Je salue toutes les personnes que je reconnais, alors soit dans les visages, ce qui est quand même plus sympa, soit dans les noms, et puis surtout ceux que je ne connais pas encore. J'ai quand même noté, je suis allé vite vérifier, qu'on avait une distance incroyable, puisqu'il y a des gens de Pau et des gens de Dieppe et des gens de Lille. Donc j'ai cru comprendre qu'il y avait même des membres d'un conseil citoyen à Séclin, si j'ai bien compris, c'est dans le Nord, dans le département du Nord. Donc vous me direz si c'est bien le cas. Donc je suis ravi de pouvoir parler à toute la France en fait aujourd'hui, en quelque sorte. Et de Besançon aussi, génial. Donc, on va faire un peu comme l'Eurovision, quoi. N'ayez pas peur de venir représenter un peu votre territoire, même si on vous demande pas de chanter. Donc, moi, je suis pas du tout dans la chanson. Bonjour à tous. Jean-Luc, je vois qu'il y a Jean-Luc qui apparaît. Si vous pouvez mettre vos visages, franchement, c'est vraiment plus confortable. Hein. Même si après, je vais partager un écran, donc on peut quand même voir nos visages en petit. Mais voilà, bonjour Bruno, c'est sympa de retrouver quelques anciens camarades de jeu. Ça nous permet de nous voir un peu et d'essayer, parce que c'est comme tu l'as bien dit Laurine, de mettre dans cette matinée le plus possible de conversation et d'échange et de dialogue. PQNN vous rend un sacré service, je trouve. C'est que on a la possibilité, et qui m'est confiée aussi en partie ce matin, de venir un peu réfléchir un peu sur ces histoires d'évaluation et de participation des habitants.
On sait bien que c'est à la fois une obligation et une envie de votre part. En général, c'est toujours ce qui fait le cœur de ces métiers, c'est-à-dire une obligation qui est contenue dans la loi, qui arrive très très vite. La date du 30 juin, vous la voyez arriver comme celle presque du 30 mars, quoi. C'est quasiment dans quelques semaines. Et j'imagine que ça mobilise chez vous un peu de stress. Et je peux comprendre, je trouve que c'est pas très confortable, pour être très franc, de travailler dans ces conditions sur la question de la participation des habitants. Mais pour autant, l'idée, c'est de venir partager avec vous un peu moins ce que j'ai la chance de faire sur les questions de participation. Alors, pour me présenter très vite, et après, je passe… ne décompte pas ça de mon temps, s'il te plaît, Laurine. Je passe à la présentation. D'accord. Je vais essayer de ne pas être trop bavard. Je suis sociologue, consultant. Je suis basé à Bègles, à côté de Bordeaux, et je travaille depuis les années 2007-2008, notamment sur ces questions de participation des habitants à différents endroits de la question, que ce soit de l'animation, de l'accompagnement de ces projets ou même de leur évaluation. Et j'ai la chance aussi de connaître ou d'accompagner de près ou de loin près d'une vingtaine de conseils citoyens, je dirais de la Nouvelle-Aquitaine, de la Nouvelle-Aquitaine, dans tous ces quartiers que moi je préfère appeler populaires que prioritaires, même si évidemment c'est leur appellation. J'ai prévu donc j'ai droit à 23 minutes. Donc à 23 minutes, je m'arrêterai de parler. Ou à peu près. Mais ça m'arrangerait que vous me coupiez la parole, comme ça me donne du temps de parole supplémentaire. Non, je suis sérieux dans l'idée qu'on peut vraiment, alors peut-être pas au début, mais pourquoi pas essayer de contribuer. En fait, au moins les personnes que je connais qui sont devant notre écran sont vraiment tout aussi compétentes que moi pour ajouter un peu de la qualité de discussion. Et je sais très bien comment ça se passe, les autres visios. C'est que quand même, on met ça dans un fond de son bureau. On a d'autres trucs à traiter. Ça, c'est sûr. Vous êtes en train d'écrire un mail au préfet, à l'adjoint, etc. Donc, c'est certain que vous êtes sur une délib parce qu'il y a bientôt le conseil municipal ou métropolitain. Mais quand même, essayez de ne pas le faire. Voilà. Et vous coupez, je dirais, votre portable et voire même vos obligations professionnelles pour au moins participer à cette conversation. Il y a plein de manières de le faire. Vous pouvez tapoter dans la barre de discussion. C'est pratique, ça nous permet d'avoir une trace. Mais ça peut être aussi en levant la main, en me coupant la parole. Et en tout cas, moi, je n'hésiterai pas à le faire. Alors, j'ai quand même 2-3 trucs à vous raconter. Je vais essayer de partager cet écran. Je précise tout de suite que tout ce qui va être noté dans cet écran, vous sera transmis pas longtemps après par la team PQNA. Rassurez-vous, s'il y a des éléments de référence, etc., que vous voulez conserver, vous les aurez vite. Et 2, rassurez-vous, je ne vais pas tout dire de ce que vous allez voir parce que c'est peut-être un peu massif, mais ça va être plus une trame de conversation pour moi. Donc, j'essaie de partager cet écran. Hop là. Alors, normalement, vous devez voir l'écran et vous devriez voir le plein écran même. Attendez, excusez-moi, une seconde. Est-ce que Laurine, tu peux me confirmer qu'on voit bien mon plein écran? Non, je ne te confirme pas. Alors, on voit comme tout à l'heure le… Est-ce que là, c'est mieux? Voilà. Ok, très bien. Merci, Laurine. Alors, en 4 points, ce que j'aimerais vous raconter ce matin, d'abord, quelques petites réflexions qui sont plutôt des retours de terrain, mais que j'aimerais partager avec vous parce que c'est quand même ce qu'on pourrait appeler le contexte de la participation citoyenne. On pourrait dire aujourd'hui tout court, mais il faut qu'on raconte aussi ce qui peut se passer spécifiquement dans ces quartiers de la politique de la ville, en termes de participation et en termes de politique. Après, quelques enjeux que moi, je retire de la participation des habitants au moment de l'évaluation. Et il n'y a pas, bien sûr, que moi qui le raconte, je ferai appel à deux enquêtes, notamment nationales, qui ont été faites, que vous connaissez sans doute. Et puis, on parlera après un peu plus méthodologie. La participation, une histoire de choix et de temps au moment de l'évaluation, je viendrai avec quelques propositions de scénarios possibles en fonction de là où vous, dans vos territoires, vous positionnez la participation comme une décision politique. Moi, je pense que c'est ça le premier curseur, on y reviendra. Et puis, 4, absolument sans aucune volonté de faire des leçons de méthodologie, voire des leçons tout court. Quelques bonnes pratiques que dans mon petit parcours, là, j'ai mis dans ma valise. Et puis, parfois, des points de vigilance, parce que j'ai la chance, finalement, de moi, d'être un tiers. Donc, je ne suis ni un chef de projet, ni un élu, ni un acteur de l'organisation publique, des institutions. Donc, quand j'interviens dans l'interstice. C'est plus facile, je le dis directement, de travailler dans mes conditions que dans les vôtres.
Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, mais pour faire de la participation des habitants, je pense que ne serait-ce que la position qu'on représente joue beaucoup dans le rapport qu'on a avec des habitants. Et donc, je me permettrai de souligner quelques points de pratique, quelques points de vigilance, mais aussi rappeler 2-3 familles de techniques d'évaluation que vous pourriez sans doute utiliser ou avoir besoin maintenant. Voilà, donc on y va. En premier lieu, quelques réflexions sur cette question, le contexte un peu de la participation citoyenne dans les quartiers prioritaires. Je suis d'abord allé voir ce qui se raconte en termes de… Alors, attendez, est-ce que vous voyez toujours mon écran, Laurine? Pardon. Ouais. Ce qu'on peut raconter sur, avant tout, peut-être revenir un peu en zoom arrière sur la question de la participation. On pourrait prendre d'abord la question de la participation électorale dans ces quartiers-là. Hein, parce que souvent, on peut dire, mais il faut participer dans ces quartiers prioritaires. Et comment ces quartiers-là, ils participent tout simplement à la vie démocratique. On va prendre juste la vie démocratique sous l'angle de l'élection. C'est vraiment pas la seule, bien sûr, mais elle en fait partie. Tout simplement, bon, ce n'est pas une surprise, mais je suis allé chercher quelques chiffres. On vote moins dans les quartiers prioritaires. Ce n'est pas suffisant pour expliquer le déficit démocratique, mais c'est un élément supplémentaire de compréhension. Quand même. Là où, par exemple, j'ai repris les deux élections, les deux dernières finalement, les présidentielles de 2017, 35% d'abstention dans les quartiers prioritaires au deuxième tour, 25% au national. Ce n'est pas une différence immense, mais c'est important de comprendre que dans les quartiers prioritaires, on vote un peu moins, même dans la plus grande élection et la plus populaire pour le coup, qui est celle de l'élection présidentielle. On prend les municipales de 2020. Alors, je suis allé chercher des chiffres de l'association Villes et Banlieues. Donc, c'est à peu près une cinquantaine de communes. Ce n'est pas évidemment pas suffisant, mais pour le coup, les chiffres ils sont quand même assez importants. On a 65% d'abstention au premier tour sur les municipales. Donc, la première chose, c'est que on peut se poser la question de la confiance dans le système démocratique tel qu'il est aujourd'hui dans ces quartiers populaires. Je n'ai même pas envie de le spécifier sur les quartiers populaires parce que quand on regarde les autres chiffres, vous voyez, par exemple, sur les élections municipales, c'est 56% d'abstention. Alors, 2020, c'était quand même une année très particulière sur les élections municipales. Vous voyez de quoi je parle. Mais quand même, si on regarde un peu l'histoire de l'électorat dans les quartiers prioritaires, on a toujours une distance quand même par rapport aux moyennes nationales. Le deuxième point que j'aimerais aborder, c'est la question de la participation sous l'angle des conditions de vie. Alors, je me suis permis une formule un peu provocante, mais il faut, je pense, l'entendre. Comment on peut demander aux habitants, parfois, qui sont dans des conditions de vie, qui sont globalement plus celles parfois de la galère, j'ai repris un terme d'un sociologue bordelais, Dubé, que vous connaissez peut-être, alors qui s'adressait plutôt au public des jeunes, l'expérience des jeunes, mais comment participer activement. Alors là, on va mettre de côté l'élection, c'est plutôt la participation, je pense directement aux conseils citoyens, aux ceux qui ont des initiatives citoyennes dans les quartiers populaires, quand pour autant l'environnement de notre vie quotidienne, il n'est pas simple. Attention, pas de misérabilisme dans mon propos, vraiment, il ne faut pas l'entendre comme ça, mais pour autant, quand on a moins, sur le plan objectif, c'est une difficulté supplémentaire pour donner un peu plus d'engagement. Je pense qu'il ne faut jamais l'oublier. D'ailleurs, je pense que vous le savez très bien, puisque vous connaissez bien les quartiers sur lesquels vous travaillez. Mais quand on a moins de ressources financières, quand on a une qualité de logement qui globalement est moindre quand même, qu'elle soit en termes de qualité d'espace ou en termes d'espace tout court, de volume de logement, quand on a des espaces publics moins qualifiés, voire parfois dégradés plus qu'ailleurs, moins d'équipements publics, c'est une réalité, moins d'offres culturelles, une distance quand même relativement importante au reste de la ville et surtout parfois moins desservie en termes de transport et puis parfois des conditions de sécurité qui ne sont quand même pas toujours garanties. Ça n'engage pas aussi ce contexte-là à venir participer. Ça, je pense que c'est important de l'entendre quand on travaille avec des habitants de ces quartiers populaires. Et puis après, il y a deux points qui me semblent aussi importants de signaler. D'abord, qui ne sont pas aussi caractéristiques seulement des quartiers populaires, mais qui ont un effet, je dirais, un peu doublé dans ces territoires, c'est qu'on a un double un peu effet de désengagement. C'est-à-dire que d'abord, la crise sanitaire a fait beaucoup de mal dans ces quartiers populaires. Au moins pour ce que je connais, c'est-à-dire la participation des habitants, tout simplement, quand on ne peut plus ou quand c'est très difficile de se réunir, ça n'aide pas, évidemment, des dispositifs comme les conseils citoyens, pour parler d'eux, qui déjà sont fragiles en termes de mobilisation. Ça, c'est certain. Mais je pense que ce n'est pas que ça. Ce n'est pas le fait que ce soit interdit de se rencontrer.
Je pense que la crise sanitaire, notamment les différentes vagues de confinement, elles ont eu, il y a un sociologue qui s'appelle Jean-Claude Kaufmann, j'en ai encore entendu parler ce matin à la radio, qui parle de l'effet pyjama. C'est-à-dire qu'on s'est retrouvés tous dans nos cocons individuels, qui sont ceux de la maison, qui sont ceux de l'appartement, qui quand même ne sont pas engageants pour aller justement à la rencontre des autres. Je pense qu'on l'a un peu sous-estimé, cet élément-là. Et on le voit, par exemple, pour ceux qui travaillent parfois en télétravail, comme on s'est habitué aussi à ces formes de rencontres. La preuve aujourd'hui, on aurait pu clairement se retrouver dans les locaux PQNA, qui sont très beaux d'ailleurs, ou ailleurs. Alors évidemment, ceux qui sont à Dieppe, ça aurait été plus compliqué. Mais pour ceux qui ne sont pas loin, ça aurait été possible. Mais on n'a pas forcément eu l'opportunité ou l'idée de le faire. Il y a sans doute des raisons aussi de mobilisation plus collective, mais quand même. Et puis, je pense que ce qui est peut-être un peu plus gênant, plus grave même, c'est un sentiment de désaffection et de manque de confiance dans le fait politique qu'on rencontre quand même dans ces quartiers, en particulier. Ce ne sont encore une fois pas les seuls. Ce ne sont pas toujours des quartiers qui se mobilisent. On pourra parler par exemple de la dernière, je trouve, grande mobilisation sociale qu'il y a eu en France, qu'on a peut-être un peu oublié d'ailleurs dans notre histoire récente, qui sont celles des Gilets jaunes, qui ont peu concerné les quartiers populaires, en tout cas pas ceux de la politique de la ville, moins. Il n'y avait pas grand monde dans les ronds-points des quartiers prioritaires à cette époque-là. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, bien sûr, puis je n'ai pas fait le tour de tous ces territoires. Mais je pense que globalement, il y a un manque de confiance, pour ne pas dire parfois une rupture. C'est-à-dire, je n'y crois plus. Et ce qui m'embête un peu parfois, c'est que même si j'ai essayé de participer en tant qu'habitant, le fait que je n'ai pas eu forcément de retour immédiat, et on pourra reparler de cette immédiateté de l'implication dans une instance comme les conseils citoyens, par exemple, elle m'éloigne encore plus du fait politique. Et ça, c'est embêtant parce que ce n'était pas l'objectif du départ. Et puis, pour parler très vite des conseils citoyens, ils sont dans un constat actuel d'essoufflement progressif qui dépend des conditions que j'ai un peu évoquées avant, d'après moi. Évidemment, je suis prêt à le remettre en question, à mon point de vue. C'est ce que j'ai vu, que je vous dis. Mais c'est quand même une équation de départ qui est très, très complexe, les conseils citoyens. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément un objet commun au départ, ce qui, quand même, je le rappelle, est toujours la nature des mouvements collectifs, c'est d'avoir un objet commun, parfois d'ailleurs un objet, c'est pour ne pas dire de révolte, en tout cas de revendication. On est contre quelque chose. On aime bien en France se mobiliser contre les choses et pas tellement pour. Ce n'est pas culturellement pareil dans le monde. On a un cadre de travail qui est très, très large au départ dans les conseils citoyens. Vous le voyez bien parce que maintenant, il faut l'évaluer. Et on voit bien comme c'est compliqué d'évaluer le cadre de référence, par exemple. On y reviendra, des conseils citoyens. Le sens des conseils citoyens, il n'a pas été tout de suite lisible. Donc, il a dû être un peu, c'était d'ailleurs peut-être volontaire aussi, de laisser une marge, une latitude pour ceux qui s'y présenteraient pour définir le sens de l'action. Mais c'est une marche qui est parfois difficile à atteindre, je trouve, spontanément comme ça. Et parfois, même une culture de l'engagement qui est récente. C'est-à-dire que les personnes qui se sont mobilisées au début de l'aventure des conseils citoyens, dans les premiers mois et voire les premières années des conseils citoyens, d'après mon expérience, et ce qui était intéressant d'ailleurs, étaient aussi des habitants qui n'avaient jamais participé à tout un type d'instance. Et on se rend bien compte que c'est quand même une culture qui aide à aller dans le temps un peu plus long, c'est-à-dire l'avoir déjà fait, ou être avec ceux qui l'ont déjà fait permet d'aller un peu plus loin. Et on voit parfois que ça a pu manquer, et notamment sur le fait de ne pas se sentir toujours légitime, je dirais, dans le grand bain de la politique de la ville. Et évidemment, pourtant, tous les acteurs que vous représentez d'ailleurs aujourd'hui ont été très accueillants vis-à-vis des conseils citoyens. Et là aussi, pour les professionnels, ce n'était pas forcément une habitude culturelle, je le dirais comme ça, d'un seul coup, de travailler avec des habitants, je dirais presque d'égal à égal. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Voilà un premier point que je voulais aborder avec vous. Je vais aller un peu plus vite, rassurez-vous, Laurine et Laurence. Je vois que vous commencez à me regarder là. Bon, deux, trois points comme ça, mais d'abord, quelque chose à ne pas oublier sur les conseils citoyens en particulier, c'est quand même la première fois qu'on l'inscrit dans la loi. Je pense que ça, il ne faut pas l'oublier. Moi, dès que je discute avec des conseils citoyens, c'est la première chose que je dis. Vous êtes un outil de la loi. Enfin, un outil de la loi. Vous dépendez d'une loi. Et ça, c'est très fort. Pour ceux qui ont travaillé depuis quelques années, il y en a autour des écrans dans la politique de la ville, c'est quand même une forte nouveauté. Elle n'a pas été simple à gérer, cette loi-là aussi, parce que qui dit loi dit aussi obligation. Mais quand même, je pense que c'était une force. Et aujourd'hui, où on l'évalue, je pense qu'il ne faut pas l'oublier, cet élément un peu légal de la participation. Le tirage au sort, moi, j'ai une vision un peu critique, je le dis très clairement. Pourquoi ? Parce que l'idée de départ me semble bonne, d'aller chercher des personnes qui, justement, a priori,
n'ont pas été jamais concernés, en tout cas par ces instances-là. La difficulté, c'est que l'instance en soi n'existait quasiment pas. Donc, les tirages au sort, ils ont eu, en tout cas de mon expérience, très peu d'effet, dans le sens où ceux qui ont été tirés au sort, ben justement, ne connaissaient pas ce à quoi ils allaient participer, mais ce à quoi ils allaient participer n'était très peu défini. Ce qui fait qu'il y a eu un fort sentiment de déception en disant, moi, je vais être tiré au sort pour me parler d'un conseil citoyen, mais c'est quoi le conseil citoyen? Donc, je ne dis pas, hein, il y a eu des cas aussi très intéressants où les personnes se sont mobilisées d'elles-mêmes. Donc, ce n'est pas une généralité absolue de le dire comme ça, mais je crois que c'est quand même quelque chose qu'il faut pointer. Ce qui est intéressant dans le conseil citoyen, c'est qu'ils ont pris, bon an, mal an, je trouve, le format associatif. Et pourtant, ils n'étaient pas forcés de l'être. D'ailleurs, il y a des structures de conseils citoyens qui ne sont pas associatives, beaucoup, mais qui fonctionnent un peu comme une association, c'est-à-dire un noyau dur qui pourrait être un peu le bureau, en quelque sorte, du conseil citoyen, et puis un noyau périphérique, alors qui est très, très variable, mais qui va venir dans les grands moments ou qui va venir de temps en temps. Et ça, je pense que c'est à la fois intéressant et il faut le repositionner un peu, cette histoire-là, en disant est-ce que finalement les conseils citoyens ne se sont pas très vite institutionnalisés dans un format qui n'était pas forcément celui qu'on attendait d'eux. Mais ça pose aussi clairement la question du statut de ces conseils citoyens. C'est évidemment pas moi qui le dis tout seul. Il y a des réflexions nationales sur faut-il un statut juridique pour les conseils citoyens? Faut-il une indemnité de participation pour ceux qui s'y impliquent? Est-ce que ça changerait quelque chose? Je n'en ai pas évidemment la réponse directement, mais je pense que c'est une bonne question. Bon, je vais devoir avancer un peu plus vite, je pense là. Mais ce que j'avais envie de vous dire, c'est que l'essai de capter directement la parole des habitants, c'était pas une mince affaire. Et on voit que c'est encore un essai qui n'est pas transformé. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas marqué. Si vous aimez le rugby, vous me suivez. Mais je pense qu'il est marqué, mais pas transformé. Voilà. Et ce que j'aimerais aussi faire remonter, mais je l'ai déjà un peu dit, c'est que j'ai l'impression que les conseils citoyens ont une place, très clairement. Ils sont très poliment d'ailleurs, et souvent avec plein de bienveillance. Invités dans ce qu'on pourrait appeler les grands moments, voire pour pas dire les grands barnums parfois, parce que quand vous participez à un comité stratégique, préfet, président d'agglo, maire, c'est quand même un sacré truc pour un habitant d'y participer. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Eh bien, pour autant, avoir une place, ce n'est pas toujours avoir un rôle. Et moi, j'aime bien distinguer un peu les conseils citoyens sous cet angle-là, c'est-à-dire que je peux être assis à la table de la décision, puisque c'est l'objectif, ça ne veut pas dire que j'ai un impact sur la décision. Et je pense que dans l'évaluation, il faut l'entendre, peut-être le questionner un peu comme ça, en vue de la suite, puisque l'évaluation de la participation dans les contrats de ville, pour moi, elle a surtout un objectif de l'améliorer dans les prochains contrats. Donc, je suis plutôt un optimiste vis-à-vis de ça. Voilà. Puis 2 profils types que j'aimerais vous faire remonter dans les conseils citoyens de ce que j'ai pu observer, parce que souvent, on me demande, mais à quoi ça sert un conseil citoyen? Moi, je trouve qu'il y a 2 formats qui sont parfois d'ailleurs cumulables, si on les analyse un peu, de conseils citoyens. Alors, il y a des conseils citoyens dans la salle, peut-être qu'ils me contrediront, on verra. Mais il y a ceux que moi j'appelle les opérateurs d'action locale, de mini-action locale, c'est-à-dire ceux qui veulent faire des actions. Voilà. Le conseil citoyen, c'est un peu celui d'ailleurs qui parfois ressemble un peu au format associatif, c'est un constat, une idée pour le résorber et une action pour tenter en tout cas non pas de le régler, mais de participer à sa régulation. Il y a plein d'exemples comme cela, qui sont d'excellentes idées d'ailleurs, souvent très spontanées, parfois faites un peu de briques et de broc, mais pourquoi pas, parce que des fois ça fonctionne. Donc je trouve que c'est intéressant. Je ne suis pas certain que ce soit la vocation première des conseils citoyens, en tout cas pas dans l'esprit de la loi tel que je l'entends depuis 2014, mais ça s'est passé quand même souvent comme ça. Et puis après, il y a le profil que moi j'appelle les transmetteurs de la parole citoyenne. C'est souvent les conseils citoyens qui se font le relais. Le relais, et là je trouve que pour autant c'est plutôt la vocation première des conseils citoyens qui font le relais entre… Parce que moi, c'est l'image de la chambre d'écho. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une chambre d'écho. C'est-à-dire, il s'y dit quelque chose dans le quartier, par exemple, et le conseil citoyen fait l'ascenseur. Mais pas forcément l'ascenseur de bas en haut. C'est plutôt un ascenseur, c'est plutôt un tram, quoi, ou un téléphérique, j'en sais rien, mais qui est plutôt horizontal, qui vient relayer des messages des 2 côtés. Et ça me semble très important. Et là, pour le coup, le conseil citoyen, il a une légitimité, parce que c'est peut-être le seul à pouvoir le faire de cette manière-là, avec ces personnes-là. Évidemment qu'il y a d'autres acteurs
relais depuis toujours dans les quartiers de la politique de la ville. Je pense aux acteurs associatifs notamment, qui sont des relais hyper précieux. Mais ce format-là d'habitants, ça n'existait pas toujours. Voilà. Alors, je passe là-dessus. Vous le verrez dans le document qui vous sera transmis. Je n'ai pas le temps de tout vous raconter maintenant, en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est que ce que je viens de vous dire, je l'ai aussi retrouvé dans d'autres enquêtes nationales qui ont été faites, notamment dans la première moitié de la vie des conseils citoyens. La CNDP a fait un rapport remarquable, d'après moi, sur la question des conseils citoyens et en proposant des préconisations très, très puissantes quand même, qui n'ont pour l'instant pas forcément eu de suite concrète, opérationnelle, mais moi je m'y inscris assez bien, je trouve. Et pour le coup, elles font partie des solutions qui seraient pourquoi pas utilisables dans les futurs contrats de ville, à voir. Mais évidemment, ça ne dépend pas que des acteurs locaux qui gèrent ces contrats de ville, mais je trouve que ça peut les inspirer, en tout cas. Et puis, là, c'était plus un bilan à mi-parcours qui a été fait par l'ONPV et le CGET à son époque, en tout cas, voilà, sur la dynamique de fonctionnement des conseils, qui donne une petite idée, je trouve assez réaliste, même si aujourd'hui, il y a un peu plus de conseils citoyens que les 1000 et quelques qui s'étaient mis en place en 2018, assez réaliste du fonctionnement des conseils. Alors, les enjeux que je pourrais vous proposer d'aborder un peu sur évaluation et participation des habitants. Hop, je bois un verre d'eau. Je n'ai pas vu du tout. Laurine, je te fais confiance pour me dire s'il y a des questions ou des choses qui ressortent dans le chat parce que je ne le vois pas. Je ne le vois pas. Ok, voilà. ça marche, je te dirai. Je ne sais pas s'il y en a. N'hésitez pas voilà. à les poser dans le chat ou à le dire à l'oral directement. Bien sûr. N'hésitez pas. Mehdi ne se vexera pas. Non, pas du tout. Au contraire. Alors, d'abord, peut-être, avant de parler de la question de l'évaluation, de la participation, je pense que c'est toujours intéressant de passer par une définition quand même. On voit bien, comme on a tous en France, un peu comme il y a 60 millions de sélectionneurs de football, il y a peut-être autant de définitions alors, il y a peut-être moins de fans de la participation citoyenne que de football, mais il y a beaucoup, beaucoup de définitions. Elles sont d'ailleurs très souvent, je dirais, personnelles, quoi, et parfois politiques, et c'est intéressant d'ailleurs. Mais moi, je vous propose une définition qui est très simple, qui serait celle-ci, la participation que j'ai écrite moi-même, donc c'est très artisanal, mais ça se définit dans deux approches, une approche descendante, comme le choix qui pourrait être pris par les décideurs en charge d'une politique, par exemple la politique de la ville, sur la manière de partager cette décision. Pour moi, c'est ça, la participation des habitants, c'est comment on choisit quand on a une sorte de pouvoir de le partager. Et ce comment, il peut se décliner alors à la fois sur des obligations réglementaires, je prends par exemple les règles d'urbanisme, où la démarche de concertation est obligatoire. Ça ne veut pas dire qu'elle est toujours réelle, mais en tout cas, elle est obligatoire dans son organisation. Et puis aussi, évidemment, le choix qui est fait par cette autorité, en quelque sorte, descendante, quand on est un habitant, eh bien de savoir à quel degré elle va partager cette décision. Voilà. Pour moi, c'est ça. Mais ça ne met absolument pas de côté ce qu'on pourrait appeler une approche ascendante, qui est celle aussi qui émerge, qui était à l'initiative des habitants. Et puis, pour prendre un petit côté un peu scientifique, quand même, je me retrouve beaucoup dans cette définition d'une philosophe qui s'appelle Joël Zask, qui dit, et c'est très simple, ce qui est pas mal parfois pour définir les choses, participer, c'est prendre part, apporter une part et recevoir une part. Voilà. Je vous laisse libre de l'interpréter à votre manière. Alors, peut-être revenir un peu sur le moment de l'évaluation. Le Conseil national des villes a fait une proposition que je trouve intéressante, que je reprends ici, d'une nouvelle forme d'échelle de la participation. Vous avez déjà sans doute entendu de l'échelle de Sherry Arnstein. Alors, c'est une sociologue politicienne des années 60 aux États-Unis. On est quand même dans un contexte très différent à l'époque et je dirais culturellement. Et donc, c'est une échelle très critique de la participation des habitants. Si on la suit, en France, on ne s'y retrouve pas, très clairement. Ou alors très très bas dans cette échelle. Donc elle n'est pas trop adaptée, je trouve, à la fois à l'époque et au contexte franco-français. Celle du CNV me paraît pas mal, puisqu'on voit bien, alors j'ai essayé de faire un schéma, mais je ne sais pas si c'est très beau, mais l'idée un petit peu de l'évolution, je ne vais pas revenir parce que je pense que vous l'avez tous entendu, ces degrés sur l'information. Ça paraît évident d'informer quand on veut justement partager une décision, qu'on informe ceux à qui on la partage des conditions de ce partage-là, et à minima l'information. Et l'information, très concrètement, ça va être que parfois des habitants vont dire écoutez, moi, je n'ai pas eu ce dossier, je n'ai pas eu les éléments suffisants pour préparer ma présence
à cette dite réunion-là, eh bien, je peux ne pas venir. Et je comprends parfois les habitants qui peuvent dire ça. Parce qu'on n'est pas, déjà, de fait, on n'est pas à niveau égal d'échange, mais si en plus, on n'a pas les éléments pour, je dirais, accéder un peu plus à cette égalité de regard, ben, ce n'est pas possible de le faire. Donc, ça paraît presque évident, mais je pense que ça, c'est un premier degré, je dirais, indispensable. Voilà. La consultation, la concertation et la participation décision ou la codécision, bon, c'est juste les degrés qui augmentent en quelque sorte. L'augmentation, elle se fait sur le partage de la décision, justement. La consultation, vous êtes écouté, pas forcément jusqu'au bout, je dirais, dans la construction de la décision. La concertation, elle est plus dans le temps long et elle va permettre quand même d'entendre un peu plus les avis éclairés de ceux qui vivent les questions qu'on partage en termes de décision, bah, notamment sur la vie d'un quartier. Et puis la codécision, la participation, c'est le fait a priori, de partager l'ensemble, d'être à 50-50 voire à 100%, dans le sens où on se dit, bah, tiens, on essaie de tout partager. C'est quand même très rare, il faut être très clair sur le contexte de la politique de la ville, parce que ça remet beaucoup de choses en question, cette codécision-là, parfois. Mais je dirais qu'on l'approche parfois en tout cas, moi, je trouve, dans certains dispositifs qu'on pourra, peut-être que vous vivez vous. Et puis, ce qui est intéressant de cette échelle-là, c'est la dernière, c'est celle de l'évaluation. Donc là, j'ai laissé quelques textes, mais voilà, c'est l'ultime niveau, en tout cas d'après le CNV. Je trouve ça intéressant de le voir comme ça, de participation, parce que ça permet aux habitants ou aux participants de faire le point sur ce qu'ils appellent l'effectivité de ce qui a été fait, c'est-à-dire la réalité des objectifs qu'on avait fixés au départ. Et se sont-ils réalisés ? Cet échelon-là, il va autoriser ceux qui l'ont vécu à raconter ce qu'ils ont vécu, tout simplement. Est-ce que ce qu'on avait prévu a marché ? Et l'évaluation, finalement, on pourrait considérer que c'est l'aboutissement un peu de la participation des habitants, parce que ça permet de leur laisser la parole et même une forme de décision sur ce qu'eux sont censés avoir vécu. Donc, je trouve ça intéressant. Là aussi, je le mets un peu en réflexion, peut-être que vous aurez envie d'y revenir. Là aussi, dans une logique d'évaluation en lien articulé avec la question de la participation citoyenne, je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller regarder. Finalement, je reviendrai après sur la question du référentiel d'évaluation, qui me semble indispensable, qui n'est pas toujours existant. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que ce n'est pas facile en quelques mois de l'inventer parfois. Mais alors vous les connaissez tous par cœur, j'en suis sûr, mais les textes fondateurs, que j'ai appelés fondateurs, sont nombreux quand même dans la politique de la ville. Et que ce soit la loi, les questions évaluatives, et on y reviendra avec la personne qui représente les rêves tout à l'heure, ou les différentes circulaires, il y a de la matière. Et il y a de la matière qui positionne aussi notamment les conseils citoyens comme des acteurs centraux de l'évaluation. Je pense que ça, c'est important de s'y référer. Justement, très concrètement, il me semble que si on veut évaluer la participation des habitants, eh bien, d'abord, il ne faut pas s'y prendre à la fin. Je pense que c'est ça quand même un peu la difficulté que moi, je rencontre parfois dans les contrats de ville. Pour être très franc, moi, en tant que consultant, on m'appelle là, depuis quelques semaines en disant « mais alors, vous pouvez nous aider là, sur cette histoire d'évaluation ?» parce que on n'a pas soit eu l'occasion, soit eu l'opportunité, soit tout simplement pas la possibilité d'y réfléchir en amont. Et on a bien quelques éléments, mais on s'est bien rendu compte que dans cette question de la participation des habitants dans le contrat de ville, les objectifs n'ont pas forcément été très clairs, en tout cas pas forcément rédigés. Il y a des objectifs nationaux, bien sûr, et je pense que c'est quand même un point faible. Ça. Donc, moi, j'invite, avant de se lancer dans des méthodes, parce que nous, les techniciens, je me mets dans le lot, on aime bien les techniques, je pense qu'il faut faire attention avant de se lancer dans les techniques, à ce à quoi on veut répondre avec la technique. Je sais que c'est facile à dire, pas toujours facile à faire quand on est pressé aussi, soit par le temps, soit par le pouvoir qui nous est supérieur, qui est le nôtre, en tout cas dans l'organisation de notre travail. Mais moi, j'invite à réfléchir sur ça. Comment ? Un référentiel d'évaluation, c'est 4 étapes. D'abord, les objectifs qu'on vise pour la participation des habitants dans le contrat de ville. On les écrit avec ceux, je pense à la construction du prochain là, qui va arriver, enfin, j'espère, qui va avoir lieu, on va le voir dans pas longtemps. Les objectifs du contrat de ville, on peut les écrire au niveau du contrat de ville, on peut aussi les déterminer, c'est d'ailleurs souvent ce qui est fait, au niveau du territoire vécu, du territoire prioritaire ou de ses franges. Si déjà on veut parler avec des habitants de leur propre quartier, je trouve ça parfois délicat quand on est je vais prendre mon cas,
je suis à Bègles. Quand on est dans un quartier prioritaire de Bègles, c'est un peu délicat d'imaginer un contrat de ville à l'échelle de la métropole bordelaise, quand même, où il y a, je ne sais pas, entre 25, à peu près 25 ou une vingtaine de quartiers prioritaires, et donc autant d'objectifs spécifiques. Donc, je pense que c'est important de descendre aussi à cette échelle-là, au moins dans les objectifs qu'on veut mener sur la participation des habitants. Et puis après, définir un référentiel d'évaluation, c'est trois choses. Un, pour chaque objectif qu'on ait déterminé, définir des critères. Les critères, c'est quoi? Ce sont des repères pour essayer d'apprécier le degré d'atteinte des résultats. Voilà, ce sont des balises, quoi, en quelque sorte, les critères qu'on va poser. Et on pourra essayer de trouver des exemples, sans doute cet après-midi, quand on reviendra avec Laurine et Laurence sur les ateliers, comment on définit des critères, comment on les écrit. Troisième point, c'est établir des indicateurs. Alors, c'est là où on a toujours très souvent une confusion entre les critères et les indicateurs. Et c'est vrai que tant qu'on ne l'a pas fait, c'est un peu du langage de sourd quand même, la question de l'évaluation. Et les indicateurs, on pourrait les définir comme des signes, tout simplement, pour observer l'existence d'un effet. Cet élément-là que je repère me permet de voir que l'effet, il est effectif ou pas, d'ailleurs, au moins que je l'avais prévu. Et puis après, à la fin, on construit des outils d'évaluation. On y reviendra sur différentes techniques tout à l'heure. Et je dirais pas avant d'avoir défini ces éléments-là, parce que sinon, excusez-moi de le dire comme ça, mais tout le monde va faire des questionnaires sans vraiment savoir pourquoi il veut utiliser les questionnaires. Et je peux vous dire que pour les utiliser parfois, et on en parle souvent avec Laurine, qui elle aussi vient de ce métier-là, il faut pas se méprendre sur le travail que ça représente de préparer, de traiter et d'analyser un questionnaire, parce que souvent on aime bien mettre beaucoup de questions, il faut ensuite quand même savoir ce qu'on va en faire. On pourra y revenir de manière précise dans la dernière partie. Voilà, il me reste une dizaine de minutes si j'ai bien compris, Laurine. Alors, pareil, troisième point, une histoire de choix et de temps. Au moment de l'évaluation, ce sont des choix aussi quand on veut intégrer la question de la participation citoyenne, d'après moi. D'abord, je me suis permis un peu ce petit schéma qui est simpliste, j'espère pas trop quand même, mais qui est simple en tout cas, et j'espère pas trop simplificateur. Mais pour moi, la question de la participation des habitants, vous l'avez compris, d'après moi, c'est un choix qu'on va faire. Et donc, quand on souhaite mettre en place une évaluation, c'est aussi un choix. Parce que ce qui vous est demandé, c'est d'impliquer les habitants des quartiers prioritaires. On n'a pas forcément eu de précision sur le degré de cette implication-là. Donc, ce degré d'implication et de participation, il est à l'échelle du politique de votre territoire. Donc, c'est d'abord une vraie discussion, je pense, à avoir et une affirmation à prendre avec les élus de votre territoire sur le choix qu'ils souhaitent faire, puisque c'est leur responsabilité aussi, alors évidemment appuyé par vous, mais de le définir. Alors, j'aime pas trop le côté un peu binaire de ce tableau, mais au moins, il permet de lire un peu plus facilement, éventuellement, la situation dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. C'est ce que moi, j'appelle un peu le curseur. Où est-ce qu'on va positionner ce curseur du choix qui va ensuite amener des scénarios possibles d'évaluation selon le temps qu'on a. Par exemple, si, d'après vous, d'après vos élus, la participation, le curseur est à une jauge importante, pour ne pas dire très importante, eh bien, ça va indiquer des méthodes ou des scénarios d'évaluation qui vont quand même permettre d'avoir du temps pour les évaluer. Par exemple, on va définir dès le départ un référentiel d'évaluation. Voilà, c'est ce que je viens de vous présenter à l'instant. Ça signifie que, notamment, on se dit que l'évaluation ne la fait pas qu'à la fin. On va évaluer en continu. Et évaluer in itinéré, en marchant, c'est tout à fait possible. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus intéressant pour voir une progression. Et je suis certain que vous le faites déjà, je ne suis pas du tout en train d'imaginer le contraire, mais qu'on s'était dit ça il y a 6 ans. D'ailleurs, qui dans les contrats de ville que vous animez était déjà là il y a 6 ans? Ce n'est pas toujours certain. Il y a aussi une rotation des équipes, que ce soit les élus d'ailleurs, puisqu'il y a quand même eu entre-temps des élections municipales, pour information, vous le savez bien, mais aussi on n'a pas toujours la certitude d'avoir un suivi des personnes qui animent ce contrat de ville. Donc, on peut l'évaluer en continu, notamment pour rendre service à ceux qui sont là à la fin. Et puis, par exemple, on peut tout à fait, très concrètement, organiser ou mettre en place un groupe de travail permanent qui a un programme de travail d'évaluation. Alors, évidemment, il faut être inventif, je pense, parce que quand on dit à des acteurs, notamment des habitants, on va monter un groupe de travail pour évaluer le contrat de ville, évidemment, on est peut-être en concurrence avec des choses plus séduisantes.
Mais c'est possible, vraiment. Moi, je l'ai vu faire. Et d'ailleurs, c'est très intéressant d'avoir ce regard un peu évaluatif permanent. Et on peut aussi, quand on a ce degré-là d'importance, ouvrir le regard évaluatif à d'autres publics, ceux qui ne sont pas impliqués, mais ceux qui, par exemple, vivent dans ces quartiers-là et qu'on peut aller sonder, questionner sur très concrètement les objectifs qu'on avait dans ce contrat et leur réalité pour ces publics-là quelques années plus tard. Voilà. Est-ce que ce qu'on avait prévu en termes d'emploi, ce qu'on avait prévu en termes de transport, en termes de rénovation urbaine, eh bien, est-ce que toi, aujourd'hui, habitant ou habitante de ce quartier, qu'est-ce que tu peux en dire sur l'effet dans ta vie de tous les jours? C'est très simpliste. Je sais que ce n'est pas aussi facile d'évaluer, mais je pense que si on a cet esprit-là en tête, on touche quelque chose de juste, quoi. Voilà. Et puis, la question des langages, j'y reviendrai tout à l'heure, donc je ne le dis pas maintenant. Puis, si on est à un degré un peu moyen, et ce n'est pas jugeant de dire moyen ou faible d'ailleurs, c'est souvent le temps qu'on a qui, malheureusement, on passe souvent par la colonne de droite avant de passer par la colonne de gauche, c'est-à-dire vos élus ne vont pas vous dire j'aimerais qu'on ait un degré d'importance, mais surtout j'ai un objectif de temps. Et c'est là, malheureusement, je trouve le défaut un peu de… regardez le timing qui vous est proposé, il va tirer plutôt sur les outils et le temps court que, je dirais, le choix politique à proprement parler. Donc, quand c'est moyen en termes de degré de participation, on peut au moins, à minima, transmettre les documents au conseil citoyen, c'est ce que je disais tout à l'heure, en amont, organiser des ateliers d'évaluation, alors soit spécifiques au conseil citoyen, mais aussi croisés, parce que c'est important, je pense qu'on ait une mixité dans les regards sur ces questions-là. Et puis, quand on est dans un degré faible, alors faible, je m'excuse, c'est peut-être pas le terme le plus approprié, ça ne veut pas dire que vous êtes faible, ça signifie que l'ambition, elle n'est pas très élevée en termes de participation. Et encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais on peut transmettre un questionnaire en ligne. J'insiste sur l'idée en ligne, parce que je trouve que c'est parfois un peu impersonnel, mais c'est pratique. Il faut le reconnaître, qui peut être commun notamment à tous les partenaires du contrat de ville. Et puis, on peut inviter les représentants d'un conseil citoyen à s'exprimer dans un comité de pilotage. Je le dis, mais je vous avoue que je n'y crois pas beaucoup. Parce que si vous l'avez déjà fait, si vous invitez des représentants d'un conseil citoyen dans un comité de pilotage, ils ne vont pas avoir la parole tout de suite. Et ça ne va pas être facile pour eux de la prendre et d'avoir ce fameux rôle dont je parlais tout à l'heure. Donc, attention un peu sur cette association parfois qui peut être mal vécue par les uns et par les autres d'ailleurs. Vous me direz tout à l'heure ou cet après-midi comment vous avez envisagé de le faire. Et peut-être que je me trompe, je suis prêt à me tromper complètement. Voilà. Bon, c'est pareil un peu en termes de méthode. On peut croiser les degrés de la participation et les types de méthodes qu'on connaît, qui vont tout simplement de… l'information, je trouve que ce n'est pas vraiment un degré qu'on applique à l'évaluation, parce que je vous informe que l'évaluation est en cours, ce n'est pas très impliquant, je trouve, comme volonté de participation. Mais petit à petit, on voit bien que la consultation, la concertation, la codécision peuvent amener progressivement un partage un peu de cette décision. Et pourquoi pas, ça peut exister, je n'en ai pas toujours vu en ce moment, mais ça pourrait, à long terme, confier l'animation de certains objets du contrat de ville sur un quartier à un conseil citoyen. Un conseil citoyen, ça peut, bien sûr, il faut l'encadrer, il faut le soutenir, ça peut être aussi un organe d'évaluation des objectifs d'un contrat de ville. Il suffit juste de le qualifier un peu et de lui faire confiance. J'arrive à la dernière mi-temps. Alors, 2-3 repères, et j'espère qu'on pourra les reprendre en conversation pratique, de ce que là aussi, j'ai pu, moi, repérer dans ma pratique également. D'abord, 3 familles, et c'est certainement pas exhaustif, mais je pense que c'est peut-être les plus fréquentes pour évaluer la participation des habitants, puisque c'est la commande que m'a proposé PQNA, dans un contrat de ville. Je trouve qu'il y a 3 formats dont là aussi le temps est la variable principale de choix, c'est-à-dire que quand vous avez beaucoup de temps ou quand vous en avez beaucoup moins, évidemment, ça va quand même changer un peu les choses. Mais on va prendre la première, l'évaluation. Alors, ce sont des formules qui me sont personnelles, hein, donc ne les développez pas plus que ça, hein, si vous ne trouvez pas, mais ce que moi j'appellerais l'évaluation récit, de première chose. L'évaluation récit, c'est celle qui a du temps. C'est celle qui a du temps et qui permet d'explorer la vie quotidienne de ces quartiers, tout simplement. Donc, on est clairement dans des formats qui sont qualitatifs
qui vont chercher un peu la finesse parfois un peu plus développée que dans d'autres dispositifs d'évaluation. Il y a tout un tas de méthodes, hein. Les portraits de quartier, le recueil de la parole, les récits de vie, les entretiens individuels, pourquoi pas l'immersion sous forme de résidence de terrain. Enfin, voilà. Là, clairement, on est dans des méthodes qu'aiment bien les sociologues, hein, je ne peux pas me cacher, ou les ethnologues, qui vont être celles de prendre part, d'être au sein même d'un territoire et d'être surtout dans le recueil de la parole de ceux qui y vivent. La seule vigilance, à chaque fois j'ai essayé de positionner quelques vigilances en fonction de ces familles d'outils, c'est de bien articuler le format qui souvent est très séduisant. Pour l'avoir testé parfois, c'est très excitant d'être en immersion dans un territoire pendant quelques mois, quelques années, pour essayer de faire remonter finement à ceux qui l'encadrent un peu cette parole d'habitant. Par contre, il faut que ce soit bien articulé avec l'objectif de l'évaluation. Parce que si vous avez un roman, au final, d'un écrivain, parce qu'il y a des écrivains, par exemple, qui peuvent faire ça, il y a tout un tas de métiers et de compétences qui peuvent le faire. Si vous avez un roman sur le quartier prioritaire sur lequel vous travaillez, vous n'avez pas forcément un contenu d'évaluation. Je pense qu'il faut être, quand on est le commanditaire, par exemple, il faut bien l'entendre. La deuxième famille, ça va être ce que moi j'appelle, c'est un peu barbare comme terme, c'est pour ça que j'y ai mis quelques guillemets, c'est l'évaluation par l'enquête, notamment qu'on dit quantitative. Il faut être vigilant sur l'aspect quantité, mais on est sur un temps qui va être plus restreint, hein, c'est d'ailleurs pour ça souvent qu'on l'utilise, hein, dans quelques semaines ou quelques mois, et on va essayer d'aller recueillir tout simplement la perception des habitants, des acteurs professionnels, en direct, sous forme de questionnaire, hein, vous le connaissez bien cet outil-là, pour mesurer en fait des choses. Et la réalisation des objectifs ou d'une action. Et alors par contre, dans un format qui va souvent être contenu à des questions qui sont fermées ou semi-fermées ou semi-ouvertes, tant comment on regarde les choses. Là aussi, je l'ai entendu parler tout à l'heure, c'est intéressant parce que c'est une forme de recueil, je dirais, efficace. Pour autant, il y a toujours un biais entre, quand on coche des cases, on se rend bien compte que ça ne correspond pas toujours exactement à l'évaluation, à l'avis qu'on peut avoir. Hein. Et deuxième vigilance, c'est le temps, parce que si c'est bien fait un questionnaire, ça prend du temps à être préparé, ça prend du temps à être traité, ça prend du temps à être analysé. Attention, une analyse de questionnaire, c'est pas seulement les camemberts que vous propose Google, parce que c'est pratique aussi. Maintenant, il y a des outils qui le sont. C'est vachement intéressant à chaud comme ça. Mais ça ne suffit pas, je pense, pour aller chercher une évaluation, en l'occurrence d'un contrat de ville. Et puis, l'évaluation par le dialogue partagé, ça fait très ONU, je ne sais pas pourquoi j'ai appelé ça comme ça, mais c'est l'idée de se rencontrer, de se parler. Et là, on est sur un temps qui peut être court, qui peut être parfois même éphémère, alors qu'on se rencontre sur 1 ou 2 ateliers. Et puis, et c'est souvent d'ailleurs ce que vous faites, hein, j'imagine, recueillir une forme de parole collective et surtout des regards qui sont croisés. Les ateliers sont très intéressants pour ça, où on va devoir recueillir sur un sujet donné, hein, et surtout anticiper dans sa préparation, eh bien, on va devoir recueillir des avis différents, en tout cas des regards différents. Là aussi, vigilance, c'est que des ateliers comme ça, souvent, on les fait comme des réunions de travail. Je pense que ça se prépare beaucoup mieux, en tout cas différemment. Et ça s'anime et ça se synthétise, mais surtout ça s'anime pas de la même manière qu'un comité technique, qu'une rencontre de partenaires, dans le sens où si vous avez une mixité de personnes, et notamment de statuts, c'est-à-dire des habitants, des professionnels, des responsables associatifs, qu'ils soient professionnels ou qu'ils soient bénévoles, administrateurs, il faut s'adapter aussi au public qui sont en face de nous. Hein. Vous le faites très souvent, mais on pourra entendre, il y a quelques habitants dans l'écran, est-ce que vous vous êtes toujours senti bien accueillis dans ces logiques-là? Moi, parfois, j'ai vu des petites fautes de quart sur ces ateliers-là. Donc, attention à bien les préparer, parce qu'ils n'ont souvent pas toujours été suffisamment préparés. Voilà. Et puis, du coup, je me permets de vous donner quelques petits retours très pratico-pratiques, quelques points de vigilance sur 2 angles. D'abord, en termes de démarche participative, la démarche, c'est le temps long. C'est les quelques éléments de vigilance qu'on peut-être on peut avoir quand on lance des choses sur un temps long. Et puis après, en termes d'animation, très concrètement, quand on est en direct. D'abord, avant de parler évaluation du contrat de ville, je pense que parce que c'est quand même pas des termes qui sont quotidiens, et on y reviendra sur la notion du langage, je pense que la première plus-value des habitants, c'est de vous raconter ce qu'ils vivent eux. Donc, c'est ce qu'on appelle parfois l'expertise d'usage. Je trouve que c'est d'ailleurs un peu technique comme terme, mais c'est juste ce que vous vivez dans votre quartier, dans votre vie quotidienne. Ce que chacun d'entre nous, d'ailleurs, est capable de bien raconter pour son propre quartier. Et ça, je crois que c'est la première plus-value, c'est évidemment pas la seule,
mais de la parole citoyenne dans une évaluation. Puis après, quelques éléments. S'assurer de la compréhension du cadre de départ. Ça, c'est souvent ce qu'on évalue après coup. C'est les habitants nous disent, mais vous nous aviez dit que, mais finalement, ce n'était pas ça. Et ça, c'est quand même souvent une faiblesse de précision. C'est-à-dire, voilà le degré, non pas auquel on va vous manger, à quelle sauce on va vous manger, pas du tout. Mais voilà le degré de travail dans lequel on vous propose de travailler. Je pense notamment à des élus qui doivent être très clairs sur ça. Voilà, si c'est simplement le degré de la consultation, on va bien sûr écouter, mais sachez que on va prendre en compte votre point de vue, mais ce n'est pas forcément celui-ci qui sera conservé. Je pense que très souvent, la limite est là. Donc ça, c'est important d'être, vous les techniciens, vigilants, un peu garants de ce cadre-là. La notion du terrain, elle me semble très, très importante, surtout quand on constate au départ, même au niveau national, ce sentiment un peu d'éloignement du fait politique. Moi, quand je bosse avec des habitants, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite quand ils connaissent les techniciens, les délégués du préfet. Parfois, ils ont leur numéro de téléphone, pas privé, bien sûr, mais il y a une forme de réseau. Et je pense que ça, quand on est un technicien, et je sais très bien que vous n'avez pas toujours le temps pour le faire, mais je pense que c'est important de le geler dans son temps-là. Être sur le territoire, ne pas toujours penser que c'est génial d'inviter tout le monde à la préfecture ou à la mairie quand on en est très loin. Évidemment, c'est important, parce que symboliquement, parfois, c'est nécessaire, mais je pense que c'est très bien d'aller au devant des habitants dans leur quotidien, et pas toujours sous forme de réunion. C'est-à-dire faire du terrain, et par exemple, les diagnostics en marchand sont un bon exemple, mais ils sont presque trop cadrés, parfois, les diagnostics en marchand, parce que ce sont des réunions qui se baladent. Donc, ce n'est pas toujours informel, quand même, un diagnostic en marchand. Et je pense que c'est important de dépasser ce que moi j'appelle les frontières, que parfois peuvent être les statuts ou les compétences, en disant c'est mon boulot, c'est mon statut, ou je suis un habitant, tu es un professionnel. Parfois, on peut juste se parler en tant que personne. Je dis vraiment pas, c'est pas du tout condescendant quand je dis ça, mais c'est souvent l'effet que m'évoquent les habitants avec la notion de la distance vis-à-vis des personnes. Et je pense que ça, c'est quand même important de ne pas l'oublier. C'est aussi l'esprit de la politique de la ville, quand même, historiquement, d'être proche, quand même. Préciser clairement le niveau de participation, je l'ai un peu dit tout à l'heure. Une vigilance aussi, c'est ce que moi j'appelle la mise en avant des habitants vis-à-vis des représentants politiques locaux de l'État. Je vais vous donner un exemple qui peut parfois être un peu caricatural, mais dans les fameux grands comités de pilotage métropolitains, moi j'ai vu des habitants invités en tant que membres des conseils citoyens et être un peu ignorés, et je le dis, désolé, mais un peu méprisés aussi par certains représentants politiques, d'ailleurs souvent d'obédience nationale, très connu. Et donc, évidemment, quand on rencontre un ancien ministre, un ancien Premier ministre, un maire, et qu'on n'est qu'un habitant d'un quartier populaire, évidemment que parfois, ça se passe très souvent bien, mais ça peut quand même être un peu impressionnant. Il faut bien l'entendre. Et je pense que vous, les techniciens, vous devez être vigilants sur le fameux moment dit on va laisser la parole aux habitants des conseils citoyens, merci beaucoup. Je pense que ça s'anticipe, ça se prépare, c'est une progression. Voilà. Et puis, dans cette logique de la vigilance, il y a ce que moi j'appelle la barrière de la langue. Voilà. Pardon, c'est une formule peut-être un peu pétard, mais je crois vraiment qu'elle existe. Je vais vous donner, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, mais une sorte de mise en situation de cette barrière de la langue. Nous les techniciens de la politique de la ville, je me mets dedans, vraiment. On doit être en capacité de rendre lisible son vocabulaire, ses dispositifs, qu'il faut bien le dire, sont complexes. C'est bien pour ça qu'ils sont difficiles à expliquer. C'est-à-dire pardon pour ceux qui me connaissent, je donne toujours cet exemple, mais la taxe foncière sur la propriété bâtie, est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un dans la rue qui parle de ça? Non, très peu quand même. Et même, je dirais, ceux qui doivent en parler ne sont pas toujours très sereins sur exactement ce que c'est, parce que c'est complexe. Donc, quand on invite des habitants à participer à un comité de pilotage sur la taxe foncière sur la propriété bâtie, si on s'arrête ne serait-ce qu'au terme, il y a une distance. Et ça, c'est pas moi qui le dis, les habitants le racontent très facilement d'ailleurs. Donc, je vais vous donner quelques exemples de verbatim que moi j'ai recueillis au fil de mes terrains. Je vous en ai mis quelques-uns et je trouve que c'est pas les pires. Je ne vais pas les lire, mais vous pouvez les regarder. Ce sont des paroles de conseillers citoyens. Voilà, et qui racontent un peu à leur manière, sur différents terrains d'ailleurs, ce qu'ils ont vécu. Voilà. Encore une fois, ça ne veut pas dire que vous les avez mal accueillis, mais ça veut dire qu'on ne parle pas toujours le même langage et on ne vit pas toujours dans le même monde
entre des professionnels et des habitants de ces territoires qui pourtant ont pour objet commun ce fameux territoire. Voilà. Donc, je pense que moi, j'aime bien bousculer, par exemple, les sigles qu'on aime bien utiliser parce qu'en effet, c'est pratique, un sigle, mais très souvent, ça met une distance quand même, je pense. Voilà. J'espère qu'on pourra en reparler tout à l'heure. Ça m'intéresserait de discuter ça avec vous. Et puis, quelques petits retours un peu de vigilance, là aussi, sur les questions d'animation. Bon, là aussi, je pense que c'est des choses que vous faites très bien, mais parfois, ce n'est pas toujours votre compétence première, l'animation. Je ne sais pas, moi, j'imagine qu'on ne l'a pas toujours appris. D'ailleurs, en France, on n'apprend pas à animer. Donc, je ne connais pas beaucoup d'écoles ou d'universités pour y intervenir encore qui apprennent à prendre la parole et à animer un groupe. Et je trouve que c'est une vraie erreur quand on doit animer un contrat de ville et qu'on n'a pas forcément les outils pour le faire. Pour autant, il y a quelques petits trucs, quelques petits tips. Voilà, prendre le pouls d'un territoire, ça me semble vachement important. C'est le terrain que j'ai évoqué tout à l'heure. Avant d'arriver dans une réunion, c'est quand même important, ou dans une rencontre sur un quartier, de savoir comment va le quartier. Proposer et ensuite bien se mettre d'accord sur les règles du jeu de la rencontre. Les règles du jeu très concrètes. À quelle heure on finit, quel est l'objectif de la réunion, enfin, ces choses-là qui parfois font un peu méthodologue, mais qui sont importants, je pense, à au moins au départ se préciser. La question de l'agenda, ça fait partie des points faibles de l'évaluation quand on regarde des conseils citoyens. C'est-à-dire qu'on veut impliquer les habitants et on a du mal encore à sortir du mardi à 14h. Et c'est difficile, en effet, d'imaginer plutôt le samedi à 11h. Mais les habitants, ils sont plus disponibles à ce moment-là. Donc, soit c'est un parti à prendre à se dire, on adapte notre agenda de professionnel à celui des habitants, soit on trouve des manières de doubler les agendas, ce qui n'est pas forcément plus pratique, mais c'est une forme aussi je dirais, de respect de l'implication des habitants. Et je sais bien, en plus, comme c'est compliqué l'agenda, on le voit, dès qu'on veut poser un agenda, c'est très délicat. Donc, voilà, ça, c'est un élément, je pense, à garder en tête. Je dirais un dernier point, je n'ai peut-être pas le temps de tout regarder, mais la question de l'accueil. On va essayer de conclure, Mehdi. Voilà, ça sera mon dernier mot, Jean-Pierre, comme dirait l'autre. Mais ça sera mon dernier mot pour maintenant, en tout cas. C'est la question de l'accueil. Je crois savoir, en tout cas, que quand on travaille avec des habitants, l'accueil est très important. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé il y a quelques années à la ville de Bordeaux. Pour la ville de Bordeaux, pardon, pas à la ville de Bordeaux, il y a longtemps quand il était question d'un projet social, donc c'était vers 2007-2008. Et Alain Juppé était maire, et on faisait des ateliers dans tous les quartiers. Et il se trouve qu'un jour, on a fait un atelier dans un centre d'animation, je dirais pas dans la meilleure salle du centre d'animation, dans des conditions d'accueil franchement pas géniales, quoi. Ça peut arriver, vous avez tous vécu, je pense, ces réunions-là. Et une habitante, c'était une petite mamie, quand elle est rentrée dans la salle, elle nous a dit, mais quand même, j'ai reçu le courrier d'Alain Juppé. Alain Juppé, si moi j'avais invité Alain Juppé chez moi, j'aurais fait de la limonade et j'aurais mis une dentelle sur la table. Je vous assure qu'elle m'avait dit ça. Ça m'a marqué parce que la question de l'accueil, c'est un peu quand on est invité chez quelqu'un quand même. C'est souvent ce qu'on retient. Et je crois que je dis pas que ça suffit parce que si on met des gâteaux et des cafés, ça fait pas la qualité de la réunion. Mais je pense que c'est déjà une première manière de gagner un peu, si c'est nécessaire, au moins la confiance des personnes qu'on accueille dans notre métier. Voilà. Je m'arrête là, Laurine, et puis bien sûr, je laisse la place aux échanges. Voilà. Merci Mehdi pour cette présentation. J'imagine que vous avez peut-être des questions ou des points sur lesquels vous voudriez peut-être revenir sur ce que nous a partagé Mehdi. Des réactions. Aucune réaction, Mehdi, c'est incroyable. Alors, soit j'ai tout juste, soit j'ai tout faux, mais peut-être une réaction. Bonjour Aïssatou. Bonjour Mehdi, bonjour à toutes et à tous. Juste une remarque, un moment tu as évoqué la question de l'essoufflement des conseils citoyens. Ça a été un voyage avec des hauts et des bas pour tout le monde. Et je mets ça en lien avec le degré d'importance de la participation dans l'évaluation. Quand on a eu justement ces hauts et bas où on a souhaité dès le départ associer les habitants, mais que finalement cet essoufflement est arrivé, et c'est pas très simple finalement de garder un degré haut de participation dans l'évaluation.
Voilà, c'était juste cette remarque. C'est clair. Je pense que l'évaluation, c'est peut-être l'exercice le plus difficile. En plus, souvent, c'est celui qu'on me propose à la fin. Je pense qu'il y a aussi quelque chose autour de l'évaluation qui est pas toujours bien amené. C'est-à-dire que l'évaluation, quand on est un habitant, parfois la dernière évaluation qu'on a eue, eh bien, c'est lié à l'école, quoi. Très clairement. L'école, je vais évaluer ton niveau, quoi. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça. L'école, elle fait pas ça comme ça. Mais l'évaluation, c'est souvent un peu un jugement quand même. Alors que je trouve que c'est pour ça que moi, vous l'avez compris, je pense, dans mon propos, je préconise vraiment l'évaluation en marchant, quoi. Mais il y a plein d'exemples avec des conseils citoyens et des délégués du préfet. Je l'ai cité parce qu'il n'y est plus. Mais Fabrice Raoul, que vous saluerez de ma part si vous le croisez, certains le connaissent bien, qui a été délégué du préfet sur les quartiers de l'ouest de la métropole girondine. On avait mis en place des temps d'évaluation du contrat de ville quelques années. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte au départ qu'il y avait vous savez, quand la politique de la ville a été prolongée, l'avenant. Fabrice était venu me voir, parce que moi, j'accompagne les conseils de Bègle, et en me disant, bon, qu'est-ce qu'on fait de ce document quand même? Parce qu'il n'est pas facile à saisir. C'est difficile quand on regarde. C'est un document d'experts, un contrat de ville. Il est écrit par des experts, il est lu et utilisé par des experts. Eh bien, en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a fait une espèce de lecture commune. Donc, on a envoyé le document aux habitants en amont, en leur expliquant ce que c'était l'évaluation, ce qu'on attendait d'eux. Et finalement, tout le monde a très bien compris. Et ils se sont sentis aussi responsables d'apporter des ajustements. Évidemment qu'on n'a pas changé les grandes lignes, mais les ajustements, parfois, c'est là où se fait la qualité d'un document quand même. Et donc, on a pu, je ne sais pas si ça a grandement changé le document en question, mais il y a eu un sentiment d'avoir participé à quelque chose d'utile. Et je pense que ça, c'est très important, même dans de l'évaluation. Et ça s'est fait sur un contrat de ville. Et c'est vrai que ce n'est pas naturel, le contrat de ville. Ça peut aussi se faire sur des choses très concrètes, sur des sujets qui sont vécus dans les quartiers, parce que le contrat de ville, ça reste un document. Et ça reste des ambitions politiques quand même. Mais c'est pas un sujet de tous les jours. Je crois que les conseils citoyens, là où ils sont très bons, c'est sur les sujets de tous les jours, justement. Pas seulement, bien sûr, mais ils peuvent l'être également. Voilà. Et ça, je pense qu'il faut vous pouvez l'exprimer à votre manière. Allons-y, quoi, conversons, je vous en prie. Je vois le conseil citoyen de Séclin, je ne sais pas comment on prononce, Seclin, qui réagit dans le chat. N'hésitez pas à expliquer aussi concrètement comment ça se passe. C'est Seclin. Bonjour. Bonjour. Seclin, pied de l'île. Alors, on vous entend mal à Seclin, là. Enfin, moi, je vous entends mal. Ouais. Pardon. Le conseil citoyen de Seclin, près de Lille. Ok. Du coup, vous expliquiez que c'était réel même chez vous, quoi, que c'était des positions au sein des réunions qui étaient très difficiles et que vous n'étiez pas informé, par exemple, en amont de ce qui allait se dire, que vous ne pouvez pas préparer ce type de réunion-là. Oui, absolument. Seules les personnes concernées, les techniciens en général, étaient au fait de ce qui allait se dérouler. Donc, en effet, on prend part au comité de pilotage, mais on n'est pas tenu informé en amont. Une fois en place, effectivement, lors de la réunion, on n'a pas réellement de reconnaissance. On prend part, c'est tout, on va dire, pour prendre part, mais on n'est absolument pas... Alors, on n'est peut-être pas empêché non plus de poser des questions, mais quand on ne maîtrise pas non plus tous les termes techniques, quand on n'a pas non plus de réelles décisions à donner, des réelles écoutes, en fait. Effectivement, ça remet en cause, oui, la légitimité, le statut. On en revient au point de départ sur ces conseils citoyens. Il y a une question posée par Malika Dib dans le chat Mehdi, qui est, c'est vrai, un enjeu. Je lis la question. Malika, si vous êtes connecté, n'hésitez pas à vous signaler. Donc, je la lis. Avez-vous un conseil à donner lorsque l'on reprend depuis 1 mois le service politique de la ville et qu'on a l'évaluation à établir sur un territoire que nous découvrons? La meilleure situation possible. Ouais,
Écoutez, moi, je suis pas dans votre cas. Comme je disais, je suis plutôt un tiers. Donc, j'ai pas vécu ce que vous vivez. Il y a plein de personnes autour de l'écran qui l'ont vécu. Je pense qu'ils seraient plus légitimes que moi à y répondre. Tel quel, moi, mais c'est mon point de vue. Je pense que il y a une histoire de rencontre quand même. C'est-à-dire que, alors, encore une fois, c'est peut-être un point de vue partisan, mais pour moi, le terrain a toujours la vérité, quand même. C'est-à-dire qu'aller à la rencontre, même si on n'est pas là depuis longtemps, déjà, se présenter, c'est toujours bien, parce que ça permet de faire le point sur ce qui se passe, quoi. Même si vous arrivez très, très tard, vous êtes à moins 4 mois de la fin du contrat de ville, qu'est-ce que vous voulez raconter de plus, quoi, évidemment. Par contre, vous êtes en poste, donc vous êtes légitime. Moi, je dirais que la rencontre avec le plus de personnes possible vous permet déjà d'avoir une vision un peu la plus variée, quoi. Ça, c'est certain. Si on parle seulement des habitants, parce que votre question, elle porte sur l'évaluation. Alors, j'imagine que je ne sais pas, Malika, si vous êtes dans le coin, allez-y, développez. Hein. Mais est-ce que c'est l'évaluation globale que vous évoquez ou seulement celle qu'on évoque plus aujourd'hui, celle de la participation? Si c'est celle de la participation, je pense qu'il faut reprendre un peu ce que j'ai raconté. C'est-à-dire essayer d'aller à la rencontre, essayer de trouver comment on trouve des alliances, quoi, hein. Des alliances, je pense que ça, c'est la question de la confiance, la question de l'alliance. Et bon, écoutez, vous êtes impliqué dans le Conseil citoyen. Certainement que, alors j'ai cru comprendre que c'était en Isère, c'est sans doute pas différent d'ailleurs. Les conseils citoyens sont peut-être pas très, très nombreux, sont peut-être plus beaucoup, sont peut-être plus très engagés, mais ils sont là. Je pense que ça, c'est important de le dire. Même si certains sont fatigués, ils sont là. N'oublions pas ça, quoi. Donc, peut-être qu'il faut aller à leur rencontre et trouver une forme d'alliance sur j'ai cet objectif de l'évaluation, arriver avec une proposition, mais qu'on peut moduler en disant est-ce que vous pensez que, je sais pas, un atelier qu'on fait ensemble et un atelier qu'ensuite on mène avec les partenaires qui sont d'ailleurs peut-être présents dans le conseil citoyen, est-ce que ça vous conviendrait? J'en sais rien, là, je dis ça spontanément. Je vois qu'il y a Fabienne qui lève la main, je suis sûr qu'elle est à. Oui, juste avant de donner la parole à Fabienne, Mehdi aussi peut-être rappeler d'un point de vue méthodologique que quand on vient d'arriver, on n'arrive pas sur quelque chose où il n'y a rien qui a jamais été fait. Il y a eu une évaluation à mi-parcours. Et c'est vrai que l'évaluation à mi-parcours, il y a quand même beaucoup de matière. On se rend compte sur les territoires qui peut être réexploité, y compris des outils, y compris des trames évaluatives, des grilles d'indicateurs, de critères. Donc, bon, évidemment, c'est quand même un point de départ quand on reprend un territoire comme ça et qu'on a un exercice à faire, quoi. Fabienne. Oui, il y a plusieurs choses, effectivement. Moi, je voulais rebondir sur ce qu'a dit le Conseil citoyen du Nord. Il y a une ambiguïté dans la loi qui indique que les conseils citoyens doivent participer au comité de pilotage. Moi, je pense que je pense que les conseils citoyens, il faut les faire participer dès le début au groupe de travail, au comité technique, si vraiment on veut les consulter et les faire réellement participer. Les comités de pilotage, c'est des instances de validation. Donc là, ils ne sont pas consultés, on les met au pied du mur. L'autre difficulté, c'est qu'il y a deux échelles. Il y a l'échelle de proximité, la commune, le quartier, et il y a l'échelle intercommunale. Moi, je pensais à la métropole parce qu'on a deux autres quartiers où il y a un seul quartier, une commune, une interco, il n'y a pas ce problème. Mais je pense au niveau de la métropole, notamment, sa plus-value au Conseil citoyen, elle est effectivement, comme tu le disais, Mehdi, elle est en proximité, quartier, commune. Après, à l'échelle intercommunale, ça peut être aussi intéressant pour eux, mais ce qui les préoccupe plus, c'est vraiment ce qui se passe dans leur quartier. L'intérêt de l'échelle intercommunale, c'est de savoir comment s'intègre le quartier dans une échelle plus importante. Voilà. C'était ces deux aspects-là que je voulais mettre en évidence. Enfin, c'est compliqué. Puis, il y a aussi l'autre aspect, un autre aspect que je voulais évoquer. C'est une nouvelle instance avec des missions spécifiques. Il leur a fallu du temps, il leur faut peut-être encore du temps
pour mettre en place leur mission. Et je crois que les institutions ont été parfois maladroites, parfois prises de court. Je crois qu'il faut aussi du temps aux institutions pour installer, communiquer et comment dire, travailler avec les conseils citoyens. C'est quand même une réflexion un peu récente. J'ai eu encore une réunion hier avec une commune sur l'agglo, et c'est vraiment ce que, aussi ce que j'analyse quoi, dans ce qui s'est passé sur ces 6 années. Quoi. Je pense que les institutions ont eu besoin aussi de temps pour travailler avec les conseils citoyens. Voilà. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'au début, moi je m'en rappelle puisque j'y étais, au début il y avait une espèce d'angoisse des institutions, des communes notamment, par rapport à cette autonomie du conseil citoyen qui les inquiétait. Parce qu'elle pensait que ça pouvait être un contre-pouvoir. Voilà, il y a tous ces aspects-là. Donc, je pense qu'il faut du temps aussi pour se faire confiance. Voilà, c'est peut-être ça aussi, pour pouvoir travailler mieux ensemble. Voilà, c'est juste ce que je voulais dire, mais je n'en dis pas plus. Merci Fabienne. Il y a d'autres, je vois que Bruno Grenouillet lève la main, je t'en prie. Merci Mehdi, grand plaisir de te retrouver. Ah, tu as ton son qui s'est coupé. Bruno, on ne t'entend plus. Enfin, moi, je t'entends plus. Ça y est, je l'active, ça y est. Voilà, grand plaisir de te revoir, Mehdi. Juste faire part d'une observation par rapport à justement à la façon dont a été conduit l'engagement des conseils citoyens pour avoir vécu les 2 territoires de Bergerac et de Périgueux. J'ai vu que le degré d'implication et de reconnaissance n'était pas formalisé de la même manière selon la constitution du Conseil citoyen, soit sous forme associative ou piloté par une animatrice référente d'animation, tout simplement pour dire que l'effet pédagogie du rôle que doivent avoir les conseils citoyens est important, porté par un cadre d'animation pour pouvoir les lancer et les faire reconnaître sur un territoire. Voilà, d'expérience, et que lorsque ce travail est plus ou moins fait, cette forme de référent qui sécurise un petit peu le cadre de fonctionnement apporte une plus-value dans la force d'animation et d'impact de relation, d'intervention dans un territoire. Il y a ça, et ça, je pense que c'est nécessaire parce que ça renvoie à la fonction d'animation qui est un métier, et que de fait ce métier doit aussi être partagé et qui nécessite, comme vient de le dire de Fabienne, c'est un travail de longue haleine, de confiance, de relation et aussi de pédagogie. Voilà, ça pour moi c'était important, et que le fait de dire qu'on donne un cadre, qu'on autorise à faire et à voir ne permet pas forcément la possibilité de le faire. Donc ça aussi, ça a été un constat, et que de fait, souvent après, pour faire un travail d'évaluation, c'est compliqué s'il n'y a pas eu une relation continue avec les institutionnels qui, de près ou de loin, ne s'y sont pas intéressés. Donc, pour eux, moi, pour les avoir rencontrés, discuté un petit peu avec eux, souvent, ils ont le sentiment de ne pas avoir été vraiment écoutés ou à moitié, ou alors on les implique, mais pas tout le temps. Voilà. Peut-être que dans la démarche, c'est que je pense que la loi est intéressante, mais on a essuyé les plâtres dans la mise en place, parce qu'effectivement, souvent, même les référents dans la politique de la ville, étaient souvent sous le joug, c'est normal, de l'autorité politique
qui eux aussi exprimaient pas forcément une grande confiance vis-à-vis des acteurs de vie qui pouvaient être aussi exprimés comme une forme de contestation de vie politique. Donc voilà, il y a cette réalité-là qui est de vie sociale qui doit peut-être aussi être entendue, et peut-être que ce qui ressort, et je l'entends, c'est que des fois, les discours ne sont pas les mêmes selon la posture que l'on occupe. Donc voilà, des fois, il peut y avoir des incompréhensions dans les formes de messages qu'on veut transmettre aux gens, et aussi la façon dont on peut relayer les informations. Voilà, je fais part de mon expérience un petit peu. J'aurais bien voulu réagir à ton propos, mais je crois que je le ferai peut-être après. Mais il y a une personne, Sylvain Vasseur, je crois, qui. Enfin, pardon, Laurine, je ne veux pas faire ton boulot. Je te laisse faire. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Bonjour. Donc, c'était justement pour rebondir par rapport à ce que disait monsieur Grenouillet sur la Dordogne. Alors, juste pour présenter rapidement, comme je suis assez nouveau sur ces webinaires, donc nous, à Paris, donc je représente le dispositif d'animation des conseils citoyens parisiens. Donc, effectivement, on a un dispositif d'animation sur Paris qui a été confié à une association. Et donc, je représente cette association. Et effectivement, ce que je constate depuis que je suis arrivé, c'est que ce dispositif d'animation, il peut participer à favoriser les liens entre les partenaires et les conseillers eux-mêmes. Et on voit que parfois, quand on a eu des vacances de poste sur ce dispositif d'animation, parce qu'on est au contrat adulte relais, donc c'est des contrats à vocation tremplin, donc il y a eu des vacances de poste, et qu'effectivement, les conseils citoyens qui n'avaient pas d'animateur, ils souffraient de ce manque d'animation et d'accompagnement. Enfin, voilà ce que je peux dire pour rebondir là-dessus. Et que dans cette évaluation, je pense qu'il serait important aussi qu'on puisse évaluer ce dispositif d'animation également, en tout cas à l'échelle parisienne. Clairement. Merci, je m'inscris complètement à ce que vous dites, puisqu'on doit à peu près faire le même métier quand on accompagne, en tout cas la même mission, les conseillers citoyens. Justement, comme on est aussi un peu entre techniciens, et ça ne suffit pas d'avoir des outils, évidemment, mais je vous donne deux exemples rapidement qui sont arrivés suite à des crises de participation, des crises, c'est un mot fort, en tout cas des arrêts de conseils citoyens. Et j'ai l'impression qu'il faut que ça s'arrête un conseil citoyen pour voir comme ça pouvait être important. Et donc plusieurs fois, on m'a sollicité pour relancer des conseils citoyens. Et donc, il y a Aïssatou Traoré qui est Rassal pourra en témoigner si elle le souhaite, puisque ça fait partie aussi de notre mission ensemble. Eh bien, la première chose, c'est que je crois qu'il faut structurer aussi le conseil citoyen dans ce qu'il fait. Parce que c'est un peu facile aussi, d'un certain côté, de la part du conseil citoyen, de dire vous nous avez lancé dans le grand bain, vous les partenaires, on est dans le contrat de ville et après, on veut bien faire ce qu'on veut, mais comme on est autonome, vous savez, des fois, l'autonomie, on l'utilise un peu de manière détournée. Hein. Et donc, on fait ce qu'on veut. Et puis, et parfois même, moi, j'ai vu des conseillers citoyens très exigeants. Alors, certains vont appeler ça le droit d'interpellation. Parfois, c'est nécessaire. Mais parfois, très exigeants aussi dans, je dirais, la possibilité que donne la loi. Par exemple, le local. En disant, c'est marqué dans la loi, donc on veut un local. Par contre, ce qu'on fait dans le local, ça nous regarde. Et c'est aussi le positionnement des conseillers citoyens qu'il faut, je pense, parfois regarder de manière critique. Ce n'est pas que des gentils habitants qui veulent participer au contraire. Je ne dis pas, attention, qu'ils ont de mauvaises intentions, mais parfois, ça peut tirer vers des dérives. Quoi. Pour cela, le premier outil que je voulais évoquer, c'est ce que moi j'ai tenté, par exemple à Limoges et à Poitiers, c'est en cours, sur les contrats de ville, c'est ce que j'appelle la feuille de route. La feuille de route, elle est écrite par le conseil citoyen. Je vais vous donner juste un exemple, vous le montrer, ce sera beaucoup plus parlant que ce que je vous raconte là. Là, voilà, par exemple, sous les yeux, vous avez ce qu'on a imaginé en co-rédaction avec un conseil citoyen, enfin, avec les 9 conseils citoyens de Limoges, en l'occurrence sur le quartier du Sablard, parce que vous le connaissez. On l'a fait avec mes collègues de l'agence Place. Et on accompagne les conseils depuis 2 ans à Limoges, et donc avec l'équipe de la préfecture. Et là, on est arrivé dans des conseils citoyens qui étaient pour 2 tiers d'entre eux, quand même quasiment à l'arrêt. Et en plus en pleine crise sanitaire. Et on s'est dit, attendez, le conseil citoyen, il veut faire quoi? Il veut faire ci, il veut faire ça, il a travaillé un peu comme ci. Et on s'est rendu compte que l'arrivée des sujets et le traitement des sujets du conseil citoyen, il dépendait beaucoup des personnes qui étaient là. Et du coup, qui n'étaient absolument pas, évidemment, ce n'est pas leur mission, ou leur vocation, représentatif, on pourra en rediscuter, du quartier. Hein. Mais donc, nous, ce qu'on a proposé, c'est de structurer les choses en disant, OK, en gros, c'est quoi votre programme cette année? Et vous allez voir que le fait d'avoir un programme, ça va permettre de communiquer
avec ceux qui sont autour de vous, la famille, quoi, la famille du contrat de ville, les partenaires, les signataires, parce que parfois, il y a des sujets qui vont les concerner. Et puis, surtout, ça va permettre de communiquer avec le quartier en disant, bah voilà, le Conseil citoyen, cette année, il propose ça. Donc, ce sont des tentatives de donner un programme de travail. Vous avez vu que c'est très large, c'est simple, parce qu'on l'a écrit avec les habitants. Il n'y a pas trop, je pense, de sigles et de technicité. Mais, par exemple, on a retenu les 3 sujets qui sont importants sur lesquels le Conseil citoyen s'engage, en tout cas se dit qu'il va travailler. Par exemple, voilà, récolter la parole des habitants, les informer sur la vie du quartier. Vous voyez, cet aller-retour de transmission dont je parlais tout à l'heure. Et parce que c'est une problématique du quartier également, créer un Conseil citoyen de jeunes. Bon, aujourd'hui, d'ailleurs, 1 an et demi plus tard, on voit bien que tout n'a pas été réalisé. Mais quand une collectivité, quand des partenaires savent que ça, c'est un programme de travail, ça leur donne déjà des éléments pour travailler avec le Conseil citoyen et notamment maintenant pour évaluer ce qu'il a aussi pu proposer. Ce n'est pas seulement de dire il a bien existé, parce que je trouve que dans les conseils citoyens, on s'est beaucoup trop arrêté sur leur fonctionnement, en disant ils sont combien, est-ce qu'ils ont fait un règlement, est-ce qu'ils ont bien signé l'arrêté préfectoral, est-ce qu'ils sont présents, est-ce qu'ils ont émargé dans les réunions auxquelles on les invitait. Oui, mais ils ont fait quoi sur le fond? Qu'est-ce que vous avez travaillé? Et souvent, d'ailleurs, on fait plein de choses. Donc, je pense que c'est plutôt une manière de montrer un peu ce qu'on peut faire. Voilà. Et puis, c'est aussi une manière de communiquer, vous voyez, avec la dernière page, qu'on a essayé de rendre diffus dans le quartier, pour ceux qui n'y sont pas encore, qui peuvent, de manière très simple, adhérer au Conseil citoyen. Ça, c'était un premier outil qui est assez facile en tant que tel à mener. Et puis, le deuxième, c'est justement pour faire du lien avec les partenaires. C'est ce qu'on a appelé, alors c'est un peu barbare comme terme, mais c'est la fiche navette. Qu'est-ce que c'est la fiche navette? La fiche navette, c'est un lien formel, et ça c'est très important qu'il le soit, entre ce qui se dit dans un conseil citoyen, ce qui est relevé dans un conseil citoyen, parce que c'est aussi, je pense, une instance de relève de sujets, et qui est transmis à ceux qui ont la compétence, en tout cas, si ce n'est pas pour régler le problème, en tout cas pour essayer de le traiter. Et pour le coup, là, c'est très concret. Ça ressemble un peu à la gestion urbaine de proximité, d'ailleurs. Mais c'est un document qui est, alors en l'occurrence, rédigé par celui qui accompagne le conseil citoyen, mais qui peut très bien l'être par le conseil citoyen en direct, ça serait même vachement intéressant, et qui est transmis aux partenaires en général les plus proches. Je donnais l'exemple d'Aïssatou, c'est la chef de projet de politique de la ville à la ville de Bègles. C'est elle qui reçoit et qui aiguille les informations qui sont dans cette fiche navette. C'est un outil très artisanal qu'on a inventé à quelques-uns, mais dont on peut tout à fait s'inspirer pour d'autres, parce que ça permet aussi de formaliser, je dirais, la relève et le traitement des sujets. Et ça nous permet de dire, tiens, le conseil citoyen, il a servi à ça. Et il y a des exemples très concrets, qui ont permis, je dirais, le Conseil citoyen était un accélérateur de régulation du problème. Pas forcément, c'est pas grâce à lui, mais pour des choses très concrètes sur de l'hygiène dans des bâtiments, dans des résidences, où parfois des habitants à titre individuel n'étaient pas reçus dans leur doléance parce que le bailleur n'entendait pas ou ne voulait pas trop entendre, ça c'est selon. Eh bien, le fait que le Conseil citoyen utilise pour le coup sa légitimité légale en disant attention, on est dans la loi, on est dans le contrat de ville, on utilise cette information et on la fait passer. En général, je dirais, ça contraint un peu aussi les organisations, les pouvoirs publics à traiter plus rapidement peut-être. Et si le Conseil citoyen devient un lobby de quartier pour l'intérêt général, moi ça ne me gêne pas. Je trouve que c'est plutôt même son rôle. Voilà. Peut-être juste pour rajouter, pour aller dans le sens de Mehdi, et ça fait aussi le lien avec le Conseil citoyen de Seclin, qui indiquait que parfois la participation au Conseil citoyen ou dans des instances politiques de la ville était plutôt une parole pas très bien écoutée ou pas très bien prise au sérieux. Et bien justement, avec l'exemple concret de la fiche navette là, dont Mehdi venait d'évoquer l'usage, eh ben, ça redonne de la légitimité en fait à la parole du Conseil citoyen. Donc, tout ce qui est indiqué par le Conseil citoyen est pris très au sérieux. Après, bien sûr, ça fait une navette entre différents services, mais est pris très, très au sérieux par les structures, que ce soit de la ville ou des bailleurs ou d'autres structures. Voilà, donc pour vous confirmer que la parole des conseils citoyens est tout à fait légitime et prise au sérieux. Merci. Moi, je trouve que ça responsabilise tout le monde. C'est plutôt une bonne chose. Voilà. Pardon, Laurine, vas-y. Non, pas de souci. C'était peut-être pour passer à la séquence suivante sur le côté outils. On a commencé à en parler là avec ce que tu as pu évoquer, Mehdi, avec les fiches navettes notamment.
Mais je vais peut-être passer la parole à Pierre-Édouard, du coup, sur un outil, là, pour le coup, d'évaluation d'impact du Conseil citoyen que vous êtes en train de construire et même finaliser, puisque la présentation va bientôt avoir lieu. Je te laisse peut-être te présenter l'IREV aussi, et puis nous présenter ce fameux outil. Oui, très bien. Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis ravi d'être là, d'avoir assisté au premier temps de discussion qui était très intéressant. Je vais essayer de rebondir sur ce qui a été dit en plus, comme ça crée un lien entre les Ouais, deux super. interventions. Voilà, donc je suis Pierre-Édouard Martin, je suis directeur adjoint de l'IREV. Et l'IREV, c'est le Centre de ressources politiques de la ville sur les Hauts-de-France, donc l'équivalent de PQNA, mais pour les Hauts-de-France. Donc, de notre côté, on vous propose un outil alors, qui est en cours de finalisation. Et puis, je vais vous inviter, si vous souhaitez le découvrir et le télécharger, à attendre le 22 mars où on a un webinaire de présentation officielle. Donc, on était à 5 jours. Donc, les documents sont quasiment finalisés, mais il faudra encore patienter 5 jours pour les avoir au complet. Voilà, donc on propose un outil qu'on a travaillé depuis 2 ans collectivement. Donc, il n'y a pas que l'IREV, il y a aussi Normanville, qui est le centre de ressources politiques de la ville sur la Normandie, le réseau national des maisons des assos, et puis une association locale, S3A. Donc, c'était le premier socle du groupe. Et puis, c'est adjoint à nous, à la Ligue de l'enseignement de Normandie et l'Université de Lille, qui nous ont apporté des compléments et un regard un petit peu extérieur pour adapter les outils. Alors, pourquoi on a travaillé cette question-là ? C'est un petit peu lié à la situation sanitaire. C'est qu'en fait, en 2015-2016, le Réseau national des maisons des associations a réalisé des monographies sur la mise en place de conseils citoyens sur quelques sites, dont la communauté urbaine de Caen-la-Mer, donc en Normandie, et puis une association sur les Hauts-de-France qui gérait les conseils citoyens sur Boulogne-sur-Mer, ou enfin, qui ont participé à la mise en place des conseils citoyens sur l'agglo de Boulogne-sur-Mer. Et de ce premier compagnonnage, on était resté en lien. Et puis, un jour, le réseau national et S3A nous ont sollicité pour organiser une rencontre pour savoir, quelques années après le lancement des conseils citoyens, où en étaient les conseils citoyens. Et puis, c'est arrivé au moment de la crise sanitaire, du premier confinement. Donc, on a reporté cette journée. Et puis, après, pendant tous les 2 mois, on reportait de 2 mois la journée qu'on devait tenir. Et on s'est dit, on ne va pas continuer comme ça si la crise sanitaire dure plus de 6 mois. Au début, on croyait que ça allait passer vite. Et puis, on s'est dit, bon, si on est bloqué 2 ans, comme ça a été le cas, il faut peut-être qu'on travaille sur les outils pour qu'on ait quelque chose à proposer. Et puis, chemin faisant, on arrivait en même temps que le timing de la fin des contrats de ville dans 2022 puis 2023. Et on s'est dit, on peut peut-être commencer à travailler à partir des monographies sur un outil qui nous aiderait à savoir ce que les conseils citoyens nous ont apporté sur les contrats de ville. L'idée, elle était là à la base. On a essayé de réfléchir collectivement justement à se souvenir qu'est-ce qui s'était passé en 2014, pourquoi on en était arrivé à la création des conseils citoyens, quel petit bug il y a pu y avoir en 2015-2016 sur la mise en place des conseils citoyens. Puis en retissant un petit peu l'histoire, on s'est dit ça pourrait être intéressant qu'on propose ça avec un outil et une étude sur site à proposer lorsqu'on pourra se revoir pour cette fameuse journée qui avait été annulée. Et chemin faisant, on est parti sur un outil qui s'est orienté vers l'impact des conseils citoyens sur la politique de la ville. Donc voilà, une démarche à la base un petit peu empirique. Alors, je vais vous mettre mon diaporama. J'espère que ça va fonctionner. Et puis, je vais switch après sur les outils. Alors, le diaporama. Hop, voilà, je vais le lancer. Hop, voilà, donc là, j'espère que ça s'affiche. Ouais, ça s'affiche avec pas en plein écran, mais... Ça marche, je vais vous le mettre en plein écran. Je ne sais plus comment on fait. C'est toujours le petit stress de paramètres d'affichage. l'affichage. Voilà, hop, voilà. Voilà, vous l'avez normalement en plein écran.
C'est bon. Ouais. Alors là, je vous remets la pub du 22 mars. Si vous avez votre pause déjeuner de 12h30 à 14h, on vous présentera tous les outils. Et vous aurez l'ensemble des outils. Là, je vais brosser rapidement ce qu'on a travaillé, puis mardi prochain, on pourra expliquer un petit peu plus. Donc, l'origine du projet, voilà. Je vous en parlais, donc, on a essayé de relever un petit peu les différentes étapes des conseils citoyens au démarrage pour essayer de savoir où on se plaçait. On parlait d'évaluation des conseils citoyens pour l'évaluation du contrat de ville. Déjà, nous, on a souligné quelques petites choses. C'est que la loi Lamy, elle est votée en 2014. Les conseils citoyens doivent co-construire la politique de la ville. Sauf que si on regarde la situation dans les Hauts-de-France, le premier contrat de ville des Hauts-de-France, il est signé le 9 février 2015. Et le premier conseil citoyen dans les Hauts-de-France, il est acté le 12 janvier 2016. Déjà, on a un an entre le premier contrat de ville et le conseil citoyen, alors que le conseil citoyen devait participer à la co-construction du contrat de ville. Donc, on a vu que dès le démarrage de cette loi, on est peut-être, alors pas parti d'un mauvais pied sur les conseils citoyens, mais que la volonté de la loi a peut-être été plus forte que la capacité des territoires à mettre en place un nouvel outil en même temps que ce fameux contrat de ville. Donc ensuite, si on continue cette lecture un peu chronologique, on a l'évaluation à mi-parcours en 2017-2018 qui est arrivée très tôt après la création des conseils citoyens, finalement, parce qu'on a quasiment un an et demi d'écart entre le moment où on met en place le conseil citoyen et le moment où on vient rediscuter du contrat de ville. Et puis, on arrive finalement assez rapidement en 2021-2022 sur l'évaluation finale et la préparation des nouveaux contrats de ville qui va nous attendre. Donc voilà, ça permet un petit peu de revoir un petit peu ce qu'il en est des conseils citoyens et on va dire des contraintes qui ont été celles des conseils citoyens à leur création entre le vote de la loi et puis les premiers conseils citoyens. Donc voilà. Une autre chose qui nous a intéressé, c'est cet article de loi, l'article 7-1, ces conseils citoyens sont associés à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation du contrat de ville. Donc, on a bien une obligation légale d'intégrer les conseils citoyens dans l'évaluation des contrats de ville. Et donc, ça nous a amené à nous poser deux questions. Première question, premier axe de réflexion, c'est comment les conseils citoyens peuvent participer à l'évaluation des contrats de ville. Et deuxième axe, c'était comment évaluer le dispositif en tant que tel du conseil citoyen. Sur le premier axe, nous, on a choisi de ne pas intervenir dessus. Et d'ailleurs, ça fait écho avec ce qui s'est dit avant, c'est que juste avant, vous aviez quelques outils ou pistes pour justement mieux prendre en compte les conseils citoyens dans l'évaluation globale du contrat de ville. Donc ça, je vous ai remis une diapo derrière, ce qui revient en beaucoup moins bien fait sur ce qu'a dit Mehdi Ezghi juste avant. On peut partir de l'information, c'est si on évalue, on peut prévenir déjà les conseils citoyens qu'on évalue. Alors, je leur précise, pour Mehdi, ça avait l'air quelque chose de tellement évident. Je préfère quand même leur préciser parce que j'ai quelques territoires qui n'ont pas encore dû prévenir leurs conseils citoyens qu'il y aurait une évaluation. Je préfère quand même préciser que si vous faites une évaluation, vous pouvez d'ores et déjà en parler au conseil citoyen. Et puis après, on a le panel de la grille classique de la participation. Est-ce que vous voulez consulter, concerter, etc., jusqu'à la co-construction. Donc voilà. Donc ça, notre choix, ça n'a pas été celui-là. Nous, on voulait mesurer l'impact du dispositif conseil citoyen. En partant d'un postulat un petit peu subjectif, c'était celui de dire il y a quand même pas mal de critiques autour du conseil citoyen, sur le rôle notamment. Pourtant, il nous paraît un dispositif intéressant et on n'aurait pas le conseil citoyen, on n'aurait pas du tout de participation des habitants dans les contrats de ville. Donc ça nous a un peu interpellés en nous disant peut-être qu'on n'est pas obligé de toujours dire que ça fonctionne mal, qu'on a du mal à le faire vivre, etc. Mais peut-être qu'on peut se dire qu'il y a eu de l'impact, pas forcément sur le profil type des conseils citoyens, mais peut-être plus aussi sur la manière dont on fait de la politique de la ville et la manière dont on parle pendant les comités de pilotage, dont on prépare ces comités de pilotage. Et si ça n'est pas bien fait ou si ça interpelle, c'est peut-être parce que justement, on peut s'améliorer sur ce niveau-là. Alors, c'est sur cette base qu'on a créé notre outil qui se décline
en plusieurs outils que vous aurez mardi. Donc, on a une note méthodologique de prise en main, une grille d'auto-évaluation que j'ai ici, un tableau avec des questions évaluatives, et puis la dernière étape qu'on réalisera collectivement, c'est la prise en main de l'outil. On doit avoir un document partagé qui nous permette justement de compiler l'utilisation de l'outil sur l'ensemble des territoires qui souhaitent nous faire des retours pour améliorer l'outil et avoir des conclusions qu'on devrait proposer au deuxième semestre 2022. Alors, l'impact des conseils citoyens, sur quoi est-on parti justement, une fois qu'on s'est questionné sur l'impact des conseils citoyens? Comme je vous le disais au début, on s'est dit qu'il faut qu'on reparte de l'intention de la loi. Pourquoi? Parce que souvent, on ne sait plus pourquoi il y a des conseils citoyens, on ne sait plus leur rôle, ce qui est écrit dans la loi, ce qui était préalable à la mise en place de ce conseil citoyen, et puis ce qui s'est dit au moment des discussions sur notamment la recherche d'invisibles, pourquoi le tirage au sort, etc. Donc tout à l'heure, on en a parlé. Nous, c'était un bloc qu'on souhaitait reprendre, c'est qu'est-ce qui s'est dit en 2014 au moment du vote de la loi et pourquoi est-ce que ça a été pris comme décision et pourquoi est-ce que ça a été voté par le Parlement sur ce système-là. Pourquoi? Parce que souvent, on avait des retours de territoires qui mettaient en place les conseils citoyens en nous disant « oui, mais il n'y a pas d'adéquation ». On l'a vu tout à l'heure, il n'y a pas d'adéquation entre les autres démarches participatives et les conseils citoyens. Alors, posons-nous, est-ce que la loi a prévu ça ou pas? Et il y a un article qui en parle, c'est le diagnostic des pratiques et des initiatives vise à ne pas ajouter une nouvelle instance participative, mais bien à l'intégrer aux pratiques et initiatives existantes dans son article 7-1, deuxième alinéa. Donc voilà, on arrive à retrouver dans la loi pas mal de choses qui peuvent nous servir pour la mise en place de l'outil. Donc cette grille d'auto-évaluation, elle doit justement permettre de s'interroger sur ce que dit la loi et puis voir sur les territoires ce qu'il en est. Je vous la présenterai juste après. Le portrait robot du Conseil citoyen, on a essayé de voir, alors là c'est un travail plus dynamique, c'est de dire entre le vote de la loi en 2014, les premiers conseils citoyens avec ces tirages au sort en 2016 et puis la situation maintenant, qu'en est-il? Quel est l'avis des conseils citoyens, de leur mobilisation ou pas, et de ce portrait robot du conseiller citoyen? L'idée, c'était d'objectiver un petit peu les situations ressenties sur l'ensemble des territoires et essayer de voir justement, avec un travail de chercheur, ce qui pouvait être noté, si les objectifs de la loi étaient atteints, s'il y avait des outils comme le tirage au sort qui avait été bien mis en place, s'ils avaient donné des résultats ou pas par rapport à l'objectif de la loi qui était d'aller chercher des personnes qu'on ne voit habituellement pas dans le débat public. Donc ce portrait robot, il sera présenté mardi dans une première version à partir d'un travail de Yannick Bettier, qui est notre sociologue de l'Université de Lille. Et puis troisième outil dans ce kit d'outils, c'est les questions évaluatives, avec une méthode, des questions d'un côté et une méthode pour les mettre en place. Ces questions évaluatives, on les a posées entre nous autour de trois grosses interrogations. Et puis derrière, on a décliné une méthode justement pour aller chercher collectivement l'information sur les résultats à ces questions évaluatives sur le terrain, donc plutôt dans une démarche collective, c'est-à-dire en essayant d'aller voir chaque acteur et puis de les mettre en commun ensuite. Alors, sur la grille d'auto-évaluation, je vous en ai parlé. On est reparti de plusieurs textes de loi. Déjà, le rapport Baquet-Meshmach de 2013, les débats parlementaires, un petit document alors, qui existe chez les CRPV, mais qui n'existe plus sur le site de la NCT, c'est la loi commentée, qui était très intéressante parce que sur chaque article de loi, il y avait en face que le CGET, à l'époque, conseillait de mettre en place par rapport à cet article de loi. Donc, ça vulgarisait un petit peu ce que la loi disait, et c'était un outil assez important, et je me souviens qu'en 2014-2015, il a été assez intéressant de le lire, justement pour mettre en place les conseils citoyens, parce que c'était ce qui nous permettait de mieux comprendre comment on allait mettre en place ces conseils citoyens. Et ça, c'était en attendant un autre document qui est sorti un peu plus tard, c'est le cadre de référence des conseils citoyens qui était sorti l'année suivante et qui permettait justement là de mieux savoir ce qu'était un tirage au sort, en quoi il consistait, comment le mettre en place, etc. Donc, nous, notre outil, je vais vous le montrer.
Hop, si j'arrive à retrouver ma souris quelque part. Tac. Alors, je ne vais pas le faire parce que je ne vais pas y arriver. Comme ça, c'est pas grave, vous l'avez sur le côté. Vous l'avez en petit, mais je vais vous le relire. On prend chaque article de loi, comme j'ai fait sur par exemple, le diagnostic préalable des pratiques participatives. Je vais le reprendre sur le tirage au sort. Donc, première colonne, vous retrouvez l'article 7-1, deuxième alinéa. Le Conseil citoyen est composé d'une part d'habitants tirés au sort dans le respect de la parité entre les femmes et les hommes et d'autre part de représentants des associations et acteurs locaux. Donc ça, c'est la loi. Deuxième, on a essayé de chercher l'intention de la loi avec les textes dont je vous ai parlé, avec cette idée que les conseils citoyens doivent favoriser l'expression de la parole des habitants des quartiers, notamment ceux qui sont le plus éloignés des processus traditionnels de participation. Ça, c'est issu de la loi commentée, et la réflexion, elle était très importante dans le rapport Baquet-Meshmach. Donc, on voit qu'en regardant un petit peu ce qu'il y a autour de la loi, on arrive à mieux savoir pourquoi il y a un tirage au sort qui a été souhaité. Donc, ensuite, on a une grille, vous voyez sur la grille, observation sur mon territoire. Donc là, on demande à chacun de s'auto-évaluer, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu un tirage au sort ou pas sur mon territoire? Si oui, pourquoi? Sinon pourquoi? L'idée, là, c'est pas de savoir si c'est bien fait ou mal fait, c'est plus de savoir ce qui a pu contraindre à ne pas mettre en place la loi, ou alors ce qui a permis de la mettre en place plus facilement. Par exemple, sur le tirage au sort, ça peut être des questions d'ingénierie, c'est on n'avait pas les moyens, il n'y avait pas de chef de projet politique de la ville, parce qu'on est un petit territoire, une petite commune rurale, on n'avait pas la liste des bailleurs pour faire ce tirage au sort, on ne voulait pas faire un tirage au sort sur liste électorale, donc on ne l'a pas fait. Donc voilà, on peut comme ça essayer de voir l'écart entre la loi et la réalité du territoire pour essayer de mieux comprendre pourquoi tel choix avait été fait à l'époque. Et puis, enseignement pour la suite, là, c'est un petit peu les éléments prospectifs. C'est en 2023, il y a les nouveaux contrats de ville qui vont arriver. Est-ce qu'on peut améliorer notre dispositif ou pas? Est-ce que la situation a évolué? Est-ce qu'on peut recalibrer les choses ou pas? Donc voilà, donc sur les 10, il y a 10 entrées, c'est les 10 alinéas de la loi. On essaie de voir à chaque fois sur son territoire qu'est-ce qui a été fait. Et puis, pourquoi ça a été fait comme ça? C'est très important de savoir le pourquoi pour mieux comprendre après comment on peut améliorer notre process sur l'avenir. Tout est issu des textes de loi de la loi Lamy et de la loi égalité-citoyenneté de 2017, pardon. Pourquoi il y a la loi égalité-citoyenneté qui revient également? C'est parce qu'elle comprend un article sur les droits au congé des conseils citoyens, et ça nous a aussi paru intéressant. Parce que peu de conseillers citoyens et peu de chefs de projet politique de la ville sont au courant qu'on peut bénéficier d'un droit au congé, alors que ça fait partie des droits des conseillers citoyens, et que du coup, de poser cette question-là dans l'évaluation permet aussi de savoir si sur le territoire on s'en est saisi, si oui, très bien. Sinon, pourquoi? Pourquoi? Parce que les entreprises ne souhaitent pas, parce qu'elles ne le reconnaissent pas. Donc, comment on fait pour travailler auprès des entreprises pour faire valoir les droits qui sont issus de la loi, comme des droits à congé pour les dirigeants associatifs, etc. Donc, ou les dirigeants syndicaux, par exemple. C'est le même exemple. Donc, ça nous paraissait aussi assez intéressant. Et puis, ça permet, avec cette auto-évaluation, que vous pouvez faire à titre individuel, mais le mieux, c'est de le faire en petits groupes sur vos territoires. Vous avez un territoire avec un conseil citoyen. Si vous avez un conseiller citoyen, un chef de projet politique de la ville et un délégué du préfet qui viennent faire cette auto-évaluation, on permet tout de suite de savoir où se situe le conseil citoyen par rapport à ce qui était prévu en 2014 et quelle base on peut se donner pour les prochains contrats de ville pour avancer. Donc ça, c'était sur la grille d'auto-évaluation. Est-ce que, Pierre-Édouard, oui. je me permets de te couper, est-ce que tu peux présenter les deux autres parties de l'outil en, 5 minutes, grand maximum? Oui, j'en ai pour 5 minutes, pour qu'on puisse pas de avoir problème. les questions des participants. Alors, le portrait robot, je vais aller vite alors.
Merci. Le portrait robot, je vais aller très vite parce que là, on ne l'a pas, le portrait robot, puisqu'il n'est pas maquetté encore, donc on ne peut pas vous le proposer. Mais l'idée, c'est d'objectiver un petit peu les compositions des conseils citoyens. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a croisé plusieurs enquêtes différentes. Déjà, les données compilées des arrêtés préfectoraux, une enquête de l'ONPV en 2018 de mémoire et une enquête de terrain sur les Hauts-de-France réalisée en 2018-2019. L'idée, c'était de voir, on l'a vu tout à l'heure sur le tirage au sort, entre ce que nous disent les chiffres des arrêtés préfectoraux et la réalité du territoire au moment où les arrêtés ont été pris, puis à 3 ans, il y a des différences de chiffres. Là, on s'est aperçu très rapidement que le tirage au sort, en fait, il était existant dans les arrêtés préfectoraux, mais que quand on regardait les techniques employées, finalement, il était très résiduel dans les différents conseils citoyens. Souvent, la technique du tirage au sort prônée, alors plutôt dans les textes comme celui de la Commission nationale du débat public, n'avait pas été mis en place dans ces règles-là, et du coup, ce qui pouvait conduire à une mésinterprétation de ce que pouvait être le tirage au sort sur des listes très larges. Donc voilà, donc ce portrait robot, il nous permet d'objectiver un petit peu la situation des conseillers citoyens et puis de regarder un petit peu la dynamique entre pourquoi un conseiller citoyen s'est engagé en 2016 et puis est-ce que c'est toujours le même conseiller citoyen en 2021-2022? Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux? Troisième outil, c'est ce qui va le plus nous intéresser, c'est les questions évaluatives. Donc, elles sont regroupées en 3 grands pôles qu'on a choisis. En fait, on a listé toutes les questions qu'on pouvait avoir sur les conseils citoyens. On s'est retrouvé avec 90-100 questions et après, on a choisi de réduire ou de les regrouper par grandes thématiques pour éviter d'avoir une foultitude de questions qui ne sont pas priorisées. Et on est arrivé à 3 grands champs de questions. Premier champ, c'est sur l'impact des conseils citoyens sur le fonctionnement des instances du contrat de ville. C'est qu'est-ce que le conseil citoyen a changé dans le comité de pilotage, dans les comités techniques de préparation, etc. Deuxième champ, c'est l'impact des conseils citoyens sur le réseau d'acteurs de la politique de la ville. C'est dans les discussions État-collectivité, est-ce que le conseil citoyen a changé quelque chose? Est-ce qu'il a changé quelque chose auprès des partenaires directs, comme les bailleurs de la politique de la ville, auprès des élus? Cette question de l'indépendance, est-ce qu'elle est actée ou pas sur le territoire? Et puis, troisième champ de questions, sur l'impact des conseils citoyens sur, on va dire, la proximité ou directement le quartier prioritaire. Est-ce qu'il est bien intégré dans le réseau local? Est-ce qu'il est en concurrence ou pas avec d'autres acteurs locaux? Est-ce qu'il est reconnu dans son travail par les habitants du quartier, etc. La méthode qu'on a choisie pour ces questions évaluatives, c'est une méthode de focus group qu'on a pu tester aussi. Donc, en fait, on se retrouve avec ces questions, avec des sous-questions qui nous permettent les questions, elles sont assez techniques, et puis on a des sous-questions qui sont plus qui se passent mieux à l'oral et qu'on a testé dans des focus group. Donc tout ça, on l'a testé sur des focus group, on l'a testé auprès de conseillers citoyens et de délégués du préfet, chef de projet politique de la ville, pour savoir si ça leur convenait, si c'était assez juste ou pas. Et on a validé cette grille de questions dans son ensemble. Ensuite, on est passé à l'opérationnel, c'est que les focus group, pour nous, c'est 5-6 personnes qui vont discuter pendant 2 heures sur l'ensemble des questions qu'on pose, et on a testé plusieurs méthodes, que ce soit du multi-territoire ou un seul territoire. On a fait le choix de faire par acteur, avant de les réunir, l'ensemble des acteurs, et puis on a fait le choix de faire du directif ou du pas du directif du tout, c'est-à-dire poser les questions les unes après les autres ou laisser libre cours à la discussion et puis prendre quelques questions de relance pour arriver à notre panel. Dans tout ça, on a fait ça sur le 2e semestre 2021. On a eu quelques difficultés qui vont se poser, on le sait, sur l'ensemble des territoires. Est-ce que tout le monde est partie prenante souhaite être partie prenante de ces questions évaluatives? Alors, l'État, qui était très partant au départ, il a été refroidi parce que les élections présidentielles arrivaient et il s'est mis un petit peu en retrait. On a les élus
locaux, voyant que l'État n'était pas partant, ils se sont dit, bon, on va jouer un peu le temps, donc on va attendre un petit peu avant de le faire. Du coup, ça a un petit peu bloqué sur notre focus group sur les partenaires du contrat de ville. Donc, on voit que dans l'histoire qu'on a eue dans l'élaboration de cet outil, on a les mêmes soucis que tout le monde rencontrera sur son territoire, c'est gérer les agendas, les priorités du moment, etc. En tout cas, ce qu'on a souhaité faire, c'est faire quelques préconisations sur la mise en place de ce qu'on a pu faire, et puis se dire qu'on se retrouverait au deuxième semestre pour un temps collectif où là, tous les territoires qui auront pu tester cette grille, qui reste en open source, hein, tout le monde peut l'utiliser comme il le souhaite, puissent nous faire un retour, et puis lors de cette grande journée, eh ben, on fera le bilan de l'outil et de ce qu'a pu amener l'outil sur les différents territoires pour mieux l'adapter. Alors déjà, pour ce qui était dit tout à l'heure, c'est que l'évaluation, normalement, ça se réfléchit non pas à la fin quand tout est fini, mais bien dès le début. Donc on espère que l'outil pourra être amélioré pour le début des prochains contrats de ville, qui permettra aussi de faire un point sur les anciens contrats de ville, puis que les fiches, même les fiches sur l'auto-évaluation, je trouve ça intéressant de l'utiliser hors période d'évaluation en tant que telle, pour quelqu'un qui arrive justement en poste, comme c'était le cas tout à l'heure, pour savoir ce qui s'est fait sur le territoire. Le plus simple, c'est de prendre la grille d'auto-évaluation, de se poser les questions soi-même et d'essayer d'identifier ce qui a été fait ou pas sur son territoire par les prédécesseurs. Donc voilà, un panel d'actions possibles qu'on souhaite animer tout le long du semestre jusqu'à septembre-octobre, où on devrait enfin réaliser notre grande journée de restitution finale. Voilà. Donc, je le disais, l'outil est open source. On va le publier mardi prochain. L'idée, c'est que tout le monde puisse l'utiliser sur son territoire. Nous, côté Hauts-de-France et Normandie, on a pu le tester sur des agglos. On devrait faire des réunions avec les délégués du préfet sur la préfecture du Nord pour avec la note méthodo, pour leur expliquer comment mettre en place les focus groups sur leur territoire. Donc voilà, ça devrait comme ça se mettre en place tout au long du semestre. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est, si vous l'utilisez ou si vous le trouvez intéressant, que vous puissiez nous faire aussi des retours pour l'améliorer. Merci Pierre-Edouard pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur cet outil ou pour Mehdi, par exemple, pour les 5 dernières minutes qui nous restent? Des points de précision aussi, peut-être. Peut-être qu'on peut rebondir sur ce qui va se passer cet après-midi, parce que c'est directement le prolongement finalement de ça. Je te laisse en parler, Laurine. Ouais, si vous n'avez pas de questions particulières, oui, cet après-midi, on va justement travailler sur des outils où l'objectif, ce sera de travailler en atelier. Et là, pour le coup, votre rapport et vos expériences locales seront très importantes à partager pour qu'on puisse sortir avec, l'idéal, ce serait de sortir avec 2 outils, du coup, puisqu'il y aura 2 ateliers de construits, où du coup, on verra quels outils on pourrait mettre en place pour évaluer les conseils citoyens et la participation citoyenne au sens large dans vos quartiers, et de réfléchir collectivement à tout ça, sachant qu'il y aura des territoires très différents, donc ce serait intéressant de voir comment vous faites dans vos territoires. Donc voilà, il y aura 2 ateliers, un animé par Mehdi et un par moi-même. Et donc l'objectif, c'est de sortir chacun avec une fiche outil qu'on se repartagera. Et ensuite, on vous construira une mallette pédagogique, ce qu'on a appelé une mallette pédagogique. En tout cas, c'est une compilation d'outils, de quelques outils qu'on a pu d'ailleurs évoquer ce matin, que Mehdi a évoqué ce matin, d'avoir un peu une méthodo sur certains outils et de savoir, suivant le niveau que vous fixez, le fameux curseur dont on a parlé, de voir quel type d'outils vous pouvez mobiliser pour évaluer soit à minima, soit de manière très approfondie les conseils citoyens sur votre territoire. Et puis voilà, je crois que j'ai tout dit sur cet après-midi.
Eddy, peut-être que tu peux, en forme de teasing, là, nous dire très très vite le contenu de cette mallette mystère d'outils. Le contenu, je ne sais pas, mais en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir vous proposer voilà, un panel de techniques, de méthodes, d'expériences aussi, parce que souvent, la technique, c'est une chose, l'avoir testé, l'avoir vécu, un peu ce que nous a expliqué Monsieur Martin tout à l'heure, ils l'ont testé, quoi. Moi, je vais plutôt parler de ce qu'on a déjà testé plutôt que ce qu'on envisage, mais oui, l'idée, c'est de pouvoir vous filer une boîte à outils. La boîte à outils, je pense que c'est nécessaire quand on a besoin d'ajuster les choses, parce que parfois, aussi, à mon avis, se faire confiance quoi, dans ce que vous faites. Je dis ça parce que très souvent, les techniques cachent les sujets, quoi. Donc, je ne devrais pas vous dire ça quand on va vous envoyer un kit d'outils, mais c'est en cas de besoin qu'il faut les utiliser, je pense, ces outils-là. Donc, voilà, on va essayer de trouver à la fois des choses qui existent, des choses que moi j'ai pu faire, que connaît PQNA. Et puis, ce qu'on va faire ensemble, tu l'as dit très bien, Laurine, on va partir d'une question simple quoi, cet après-midi. Hein. Alors, on va essayer de faire en visio avec un outil en ligne pour pouvoir poser un peu nos idées les uns les autres. Mais si on veut évaluer la participation citoyenne dans le cadre de l'évaluation du contrat de ville, je fais comment voilà. Donc là, on va faire cette tempête de cerveau là, qui j'espère sera un peu efficace, rapide, qui ne va pas vous sortir l'outil magique. Donc si vous cherchez l'outil magique, ce n'est pas la peine de venir, mais venez quand même, on ne sait jamais. Mais surtout, qu'on va essayer d'éroder ensemble, quoi, d'exercer ensemble avec ce qu'on est les uns les autres. Quoi. Parce que, par exemple, les points de vigilance, les bonnes pratiques, chacun pourrait le faire, ces documents-là. Donc, on va essayer de les mêler et dans le temps qui vous est imparti, là, dans les quelques semaines à venir, essayer que ce soit utile pour votre boulot, quoi, votre pratique. Ça viendra bien compléter ce que nous a présenté Pierre-Édouard, du coup. Voilà, je pense qu'on peut conclure si tout le monde a dit ce qu'il avait à dire.